France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, avec pas une mais deux questions du jour aujourd'hui. La première, le ballon d'or qui est tombé hier. C'est le Croate Luka Modric qui remporte son premier ballon d'or. Antoine Griezmann qui arrive troisième. Mbappé au pied du podium. Trouvez-vous ce résultat logique? On en parlera avec vous et vous votez évidemment sur France Maghreb 2, Facebook ainsi que sur Twitter LGF officiel. Autre question du jour, après les annonces du Premier ministre ce matin, moratoire sur la hausse des taxes pour une durée de 6 mois. Pensez-vous que cela va calmer la colère des Gilets jaunes? On en reparle avec vous bien sûr et vous répondez à cette question sur Facebook encore, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel. On en parlera justement, est-ce que le président Emmanuel Macron doit-il prendre la parole? À en croire les dernières infos, ce n'est pas prévu au programme. Vous nous direz ce que vous en pensez évidemment. Doit-on craindre l'acte 4 à Paris ce samedi? De tous ces sujets, nous en parlerons avec vous au 01 40 33 9000, c'est le LGF jusque 18h. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Votre réel talk de fin d'après-midi avec aujourd'hui un beau trio, très beau trio. Alors je vais commencer par quoi? Par le plus ancien de l'équipe, Nasser Lajili, salut. Salut Christophe. Bah ouais, le plus ancien mais aussi le plus âgé. Hein. Non, je pense pas, non. Je sais pas. Razik Petit, bonjour. Et un retour, Nassim Lachlach, comment ça va mon Nassim? Ça va très bien. Eh ben, impeccable, dites donc, ça va bien les gars? Impeccable, nickel. Bon, avec une actualité mouvementée, tout va bien. C'est chargé. Avec une superbe actualité mouvementée aujourd'hui, enfin superbe, non peut-être pas le mot d'ailleurs. Avec une actualité mouvementée et chers amis auditeurs, auditrices, vous allez pouvoir prendre la parole parce que ça nous intéresse de voir un petit peu ce que vous ressentez. Il n'y a pas une question mais deux questions du jour aujourd'hui et on va commencer, excusez-moi mais on va faire dans le festif quand même, pardon pour commencer cette émission, le Ballon d'Or hier. Juste derrière cette porte se trouve le meilleur joueur de l'année, désigné par 180 journalistes sportifs en provenance du monde entier. Alors pour qui ont-ils voté? C'est l'heure de le découvrir. Mesdames et messieurs, voici le Ballon d'Or France Football 2018. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Luka Modric. How do you feel? Bonsoir à tous. It's a unique feeling. I'm happy, proud and honored. I have sensational emotions at the moment. Des émotions that is really extraordinaires en ce moment. hard to describe by the words. C'est vraiment And that's difficile why à mettre en allow mots. me to thanks Mais je to voulais all of those who simplement helped me remercier to be here tonight. tous ceux qui m'ont permis d'être ici ce soir. Est-ce que c'est un rêve devenu de réalité? First of all, I would like to thanks to, Tout d'abord, to my permets-moi de teammates, remercier mes équipiers, Real Madrid, mes entraîneurs, Real tout le Madrid staff and all du the Real people that Madrid works et for Real toutes Madrid, les autres personnes qui to all travaillent my, pour le Real Madrid. coaches and, Je veux remercier teammates from national team, tous to mes all those équipiers who de voted l'équipe for me, nationale, and of course, remercier ceux qui to ont my voté pour family, moi et bien entendu my wife remercier and ma kids. famille, They mon are épouse, mes enfants, fulfilling me as a person qui and me permettent de helping me in all m'épanouir en aspects tant que to- personne et qui me to be permettent successful as a de professional. travailler et de réussir en tant que professionnel. As a kids, we all have dreams. My dream Quand on was est enfant, on a to toujours play des for a rêves. big club, Et moi, mon rêve, to win c'était de important jouer dans un grand trophies, club, and I de dreamed about remporter it. de beaux trophées, Ballon d'Or et j'en ai was rêvé. more than Et le childhood dream for me. Ballon d'Or, c'était And, tout ce dont je pouvais rêver it's en tant really qu'enfant. honor and privilege C'est to véritablement hold un this trophy honneur pour moi que tonight. de brandir ce trophée ce soir.
Luka Modric, donc, qui a obtenu pour la première fois de sa carrière ce fameux Ballon d'Or, ce Croate. Alors ça fait débat, cette remise du Ballon d'Or. Grisou est arrivé 3e, Mbappé au pied du podium. Et la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ce résultat logique? Alors, on peut se poser des questions, puisque Luka Modric, c'est quoi? C'est une Ligue des Champions, Razik. Oui. Alors que par exemple Griezmann, c'est une Europa League plus champion du monde. Varane, c'est par exemple une Champions League plus champion du monde. Voilà. Alors, comment se fait ce vote? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et d'abord, est-ce que vous le trouvez logique? Logique, peut-être pas, il fait débat. Après, c'est mérité pour Luka Modric, il me semble. Après, pour revenir sur le Ballon d'Or, là, c'est la première nouvelle édition. C'est redevenu le Ballon d'Or. C'est plus le Ballon d'Or FIFA. C'était une cérémonie chiante et longue. Chiante et longue. Bah, ouais. C'était très long, très long. Ouais. Et David Ginola, en maître de cérémonie, il était meilleur en foot. Enfin, vraiment. Et pour le coup, oui, on est revenu à l'ancienne mouture, c'est-à-dire que ce sont que les journalistes qui votent. Ouais. Si on avait pris cette mouture-là, Ribéry aurait eu le Ballon d'Or en 2013, ouais. Iniesta l'aurait eu en 2010, donc il y a une logique sportive qui est beaucoup plus respectée. Il faut rappeler les critères, c'est avoir fait une bonne saison, avoir une certaine idée du beau jeu et de la classe hors et sur le terrain, et les performances individuelles et sportives. Luka Modric répond à ces critères, mais après d'autres personnes, comme tu l'as très justement dit, répondent à ces critères. Par rapport à Raphaël Varane, beaucoup disaient que c'était la grosse cote, et on avait un petit peu pris la jurisprudence Cannavaro, ouais. Dans le sens où Cannavaro en 2006 avait été élu Ballon d'Or après le sacre de l'Italie championne du monde face à la France en 2006, et c'était un défenseur central. Là, à mon avis, Raphaël Varane paye un petit peu le fait que les défenseurs centrales et les milieux sont un peu sous-cotés, sont un peu lésés dans les distributions individuelles de récompenses. Après, par rapport à Griezmann, je trouve que quelque part, je dirais pas que c'est injuste, le mot est un peu fort, mais je sais pas quand il l'aura, sachant que là, il a marqué un doublé. Je pense que jamais. Ouais. Je pense qu'il a loupé le coche, à moins qu'il aille dans un très gros club, style Barça, style Manchester City. Enfin voilà, un ogre européen et gagne une Ligue des Champions. Et alors oui ou non, ce résultat est logique, Razik? Non. Enfin oui, il est logique, mais il peut être contestable, peut être contesté. Par exemple, un Griezmann 3e, ça me satisfait pas. Mais surtout un Varane aussi loin, c'est pas logique ça. Nassim, il est logique ce résultat? Moi je trouve qu'il était plutôt logique. Bon, on a un Benzema qui est aussi très très loin, qu'on oublie parce qu'il a fait une saison aussi qui a été assez mitigée, mais en tout cas pareil, c'est une Ligue des Champions, tout comme ses collègues Modric et Varane et Ronaldo. Enfin oui, aussi, Varane aussi, mais Varane aussi, ouais. C'est des joueurs. Sauf que Varane est champion du monde en plus. C'est ça. Mais Varane et Benzema, bon alors plus Varane pour le coup, je trouve qu'ils sont un petit peu loin parce que vraiment ils ont quelques voix, hein, c'est ridicule quasiment. En revanche, si on se fie aux victoires remportées, c'est-à-dire le nombre de Ligue des Champions et le nombre de Coupes du Monde, bon, Giroud aurait pu être dans le classement dans ces cas-là. Je veux dire, non mais voilà, c'est une boutade, mais je veux dire, c'est pas ce qui fait le tout. Ouais. Bien évidemment, on parlait tout à l'heure en off de Samuel Eto'o justement, qui s'était senti flouté une année sur le fait qu'il avait fait une saison. Il en avait parlé, c'était sur je me souviens plus, sur un plateau télé en tout cas, où il disait j'ai fait une saison extraordinaire, il avait presque tout gagné, ouais. Et c'était pas lui qui avait été le Ballon d'Or, quoi. C'était assez décevant pour lui. Donc là, je trouve qu'il y a plus une logique, comme disait Razik, sportive. Et Mbappé, est-ce que c'est logique sa place? Mbappé, il est aussi jeune. Un peu surcoté. Hein. Il est très jeune. Surcoté d'après toi. Ils ont créé un trophée pour lui. Il aurait dû juste avoir le trophée pour lui. Le trophée des jeunes. Quatrième. De toute façon, c'est lui qui tire les voix de Griezmann. Hein, donc, je vais te poser la question directement. Qu'est-ce qu'il a fait avec le PSG, Christophe? Ouais, pour le moment, il est en train. Alors, performance personnelle, quand même, c'est pas mal. Non, enfin, c'est pas mal. Non, mais comparé à Mbappé. Comparé au niveau de Mbappé, la saison, si champion du monde, il a quand même été bon avec l'équipe de France. Non, avec l'équipe de France, mais avec le PSG la saison dernière, il a été moyen. Comparé au niveau de Mbappé. On peut pas se fixer sur 3 semaines, 1 mois de compétition, sur quelque chose qui est toute l'année. Ouais. Donc Mbappé, effectivement. Mbappé, c'est logique, quoi. Il a le temps. Et d'ailleurs, lui-même le dit, et je l'ai trouvé très humble dans sa réponse, en disant c'est pas des chefs qui sont devant, faut pas non plus prendre les gens pour des abrutis. Modric, après, à titre personnel, j'apprécie pas particulièrement son jeu. Ouais. Après, ça c'est vraiment, ça c'est très, voilà, ça c'est très perso. Mais la Croatie a fait un beau parcours. Mais par contre, voilà, la Croatie qui a fait aussi 2-3 prolongations de suite et qui arrive quand même en finale exténuée. Ils avaient le mort, les mecs. Ouais, ils nous ont fait très plaisir. C'est la Croatie qui a explosé l'Argentine, de mémoire. Oui, ils les ont explosé. Qui avait fait. C'était incroyable, je veux dire, ce match-là. Justement, où Modric il met un but de 30 mètres. C'était incroyable. Donc je veux dire, on a quand même un joueur qui répond à des. Alors, on a mis Nasser. Est-ce que ce résultat est logique pour toi? Il est logique. Après, voilà, si tu me demandes le choix du cœur. Le choix du cœur, oui, effectivement. Moi, je pense que c'est
Moi, j'apprécie Modric. Après, voilà, je connais pas le système, comment ça fonctionne au niveau du Ballon d'Or, parce qu'apparemment tout a été modifié. Ouais, c'est un peu la spécialité. Voilà, j'ai pas trop suivi. Ouais. Voilà. Alors, en tout cas, vous pouvez nous appeler pour nous dire. Et vous êtes alors, c'est pour ça que ça fait débat, parce que 56% trouvent ce résultat logique sur notre sondage lancé ce matin sur Facebook France Maghreb 2. Et sur Twitter, LGF officiel, 56% seulement, j'ai envie de dire. Bah oui, on est en France, on est champion du monde, on n'a pas le vainqueur du Ballon d'Or, c'est pas logique quelque part. Donc il y a un peu de chauvinisme dans la manière de répondre. Ça, oui, normal, c'est normal, je pense. Enfin, si on reprend Cannavaro en 2006, il a été Ballon d'Or parce qu'il a été champion du monde, point barre. Ouais, c'est tout. Mais le français, alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que quel est le français qui méritait d'avoir ce Ballon d'Or, selon vous? Ou Varane? L'un des deux. Moi, je dirais Varane. Oui, l'un des deux, soit Varane, central, plus Varane. Objectivement, plus Varane. Après Griezmann, il met quand même, Griezmann, c'est l'Europa League, nous, c'est la Champions League. Il met 2 buts en finale d'Europa League. Il met 2 buts, dont le CS est allé. Il met 1 but en finale de Coupe du Monde. C'est énorme. C'est une grosse saison. Il finit meilleur buteur de l'Europa League. Il met tous les pénaltys. Il tremble pas avec l'équipe de France. Il porte la Coupe du Monde. Il porte l'Europa League. Il fait un bon début de saison avec l'Atlético Madrid. Après, on lui reproche de pas avoir éclaboussé de son talent la Coupe du Monde. Parce que Mbappé en équipe de France l'a un peu éclipsé. Ce qui est une réalité. Après, en même temps, j'ai écouté une analyse, donc qui est pas de moi, hein, je la rapporte et je la partage ici, qui disait que le fait aussi qu'il y ait plusieurs joueurs français classés et que ce soit dispersé, c'est ce qui a fait aussi la force de l'équipe de France, c'est-à-dire que ça s'était pas concentré sur un joueur ou une personnalité, parce que je pense que avec une autre stratégie, la France aurait pu gonfler aussi un joueur parmi d'autres. Là, on avait un gros Pogba aussi. Pogba, on n'en parle pas trop, mais qui a quand même fait ses matchs, qui a été un leader, en tout cas dans l'équipe. On a Kanté, on a sous-côté Kanté aussi. Non, mais Pavard, on aurait pu se dire aussi la frappe. Bon, c'était pas le Ballon d'Or non plus, mais voilà, on a un certain nombre de joueurs. Une frappe de bâtard. C'est dans la chanson. Ça va. Dans la chanson, je précise, attention. On met des guillemets. Donc l'analyse qui amenait, alors que dans la Croatie, voilà, t'as 2-3 joueurs qui sont connus internationalement. Après, il y en a pas d'autres. Voilà, c'est ça aussi la différence qu'on peut avoir, où là, ça peut que se concentrer sur une personnalité au sein de cette équipe. Complètement, si j'ai le temps de l'abonder dans le même sens, la France a manqué de lobbying. Parce que le Ballon d'Or, il faut savoir, c'est aussi de la politique quelque part. Ça veut dire que... Ah bah oui, le foot et la politique. Après la rumeur, Nasser El Khalifi va être... c'est connu. Quand Ronaldo était Ballon d'Or, le Real de Madrid, les institutions, Florentino Pérez faisaient campagne, et tout le Real de Madrid faisait campagne pour Ronaldo. Quand Messi, pareil, a le Ballon d'Or, tout le monde faisait campagne. Là, Luka Modric, toute la Croatie, je dis bien toute la Croatie, a fait campagne pour Luka Modric. Ce n'a pas été le cas pour la France. On n'a pas tous fait campagne pour Griezmann. Les voix étaient éparpillées. Et la deuxième comparaison, après la Coupe du Monde 2014 au Brésil, là aussi, l'Allemagne a été champion du monde. Pourtant, il n'y a eu aucun Allemand bien classé au Ballon d'Or, parce que justement, c'était l'idée collective de l'Allemagne qui avait remporté. Personne n'émergeait du lot. On a un petit peu le même cas de figure en France. On a gagné la Coupe du Monde, mais retirer quelqu'un de cette équipe, c'est compliqué. Ça a plus été un collectif, ce qui a fait sa force et ce qui fait qu'aujourd'hui la faiblesse pour Griezmann et qu'il n'est pas Ballon d'Or, je pense. Pour Benzema, le fait qu'il soit classé assez loin, c'est logique. Bah, il est classé. Moi, je trouve ça logique, hein. Bah, il est classé déjà, il est parce que moi, oui, voilà, il paye le fait de pas avoir été retenu en Coupe du Monde. Il aurait été retenu. Ouais, mais il aurait réglé tout le monde au premier tour. Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on peut être un peu objectif sur le cas Benzema, parce que je trouve que vous n'êtes pas objectif. Il est combien déjà, Christophe Benzema? Non, je sais pas combien il est. Il est 17e. Bon, est-ce qu'on peut être un peu objectif sur ses performances? Ben, il gagne quoi? Il gagne la 3e Ligue des Champions de suite en tant que numéro 9 du Real de Madrid. On voit que depuis que Ronaldo n'est plus là, Benzema ne brille plus. Non, après, depuis que Ronaldo et Zidane ne sont plus là et ne brille plus, c'est faux. Il a mis plus de buts maintenant sans Ronaldo qu'avec Ronaldo l'année dernière. Ouais. Il met plus de buts. Ah non, réellement, il met plus de buts. Comme dirait l'autre, les chiffres sont têtus. Oui, c'est sûr. Les chiffres sont têtus, mais Benzema, lui seul, n'a pas un jeu extraordinaire. Moi, je trouve jamais trouvé extraordinaire. En tout cas, Messi pas classé, ça aussi, on peut en parler. Messi pas classé, on peut en parler. Et même ça, c'est plus scandaleux, par contre. Ce qu'il faut voir, c'est que là, depuis 10 ans, c'est la première fois que le Ballon d'Or ne revient pas ni à Messi, ni à Ronaldo. Les deux ogres. Bah, ça change un peu quand même, non? La main. Ouais. Je les enterrerai pas pour autant. Ouais. Ronaldo, ce qu'il fait avec la Juve, c'est exceptionnel. Oui, il montre que c'est un gros joueur. Il montre d'ailleurs, l'Italie en général est en train de revenir de manière spectaculaire. L'Italie revient en force. Dans après, les compétitions. ils ont signé
les droits télé qui ont été autour de 1,5 milliard. Oui, l'Italie va revenir en force. Ils vont sûrement qualifier leurs 3 ou 4 équipes en Ligue des Champions et vont sûrement être placés pour la demi-finale ou la finale ou la victoire finale. Ou la victoire finale, pourquoi pas en tout cas. Paradoxalement, c'est la France au niveau européen qui, je parle des clubs, qui commence un peu. Que fait le PSG? Non, mais le niveau est un drame. À part le PSG, bon, qui en plus qui déroule quoi. Voilà. Non, il déroule pas justement. Comment ça, il déroule pas 15 Non mais en Europe, Christophe, en Europe, vous ne déroulez pas. Non mais là, on parle du championnat français. Non, on parlait du niveau. On parle du Ballon d'Or France Football Mondial. Non. Nassim faisait référence au championnat de France. Et le championnat de France PSG déroule, 15 matchs sans défaite, Razik. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce niveau est en train de baisser considérablement. On va perdre des indices UEFA, mais alors. Non, mais le niveau français, je pense à Monaco, je pense à Marseille. Mais Monaco, ça y est, c'est la ruine. C'est la ruine. Mais ça sent la Ligue 2, ça sent sympa pour Monaco. Marseille, ça sent très mauvais aussi. Non, je dirais pas ça. Mais même, arrête. Ça peut se retourner. Tu le disais. Non, réellement, non, il y a un problème dans l'équipe. T'en pouvais plus, là. Non, mais j'en peux plus. Mais pourquoi j'en pouvais plus? J'en peux plus. Je peux conjuguer au présent. Demain, on va à Nantes et je dis on parce que je suis Marseillais, mais à 2000%. Oui, c'est bon, on l'a compris. Ça va être compliqué. Ça veut dire, maintenant, on va à Nantes, on tremble, on a peur. Les prochains matchs, on reçoit Saint-Etienne, mais c'est panique à bord. Là, on gagne pas dans les 2 matchs, là. Enfin, Rudy Garcia, pour moi, il ne fallait pas le prolonger. C'est une erreur. Pourquoi on prolonge quelqu'un qui est en poste, qui trouve pas de solution, qui fait plus progresser l'équipe? Pourquoi lui donner une prolongation si on doit le virer et payer un chèque? Ça sert à quoi? Enfin après, c'est comme pour Laurent Blanc avec le PSG. Pourquoi prolonger des personnes dont on a un doute, enfin sur lesquelles on a un doute? Ouais. Et le seul bon entraîneur depuis que les Qataris sont arrivés, je trouve, c'était Ancelotti, moi, personnellement. Vous aviez l'organigramme pour gagner avec des champions. Avec Leonardo. Preuve en est, vous êtes fait sortir par le Barcelone sans perdre en faisant 2-2 et 1-1. Ouais. Avec Ancelotti aux manettes et en ayant Leonardo en tant que directeur sportif. Razik, tu la sens bien quand même, cette qualif pour le 8e pour le PSG, là? Oui, vous avez un ballottage favorable. Vous avez fait le travail. Le match, enfin voilà, la session, fallait aller à Naples et recevoir Liverpool. Vous avez pris 4 points, vous avez fait le travail. Ça va être compliqué à l'Étoile Rouge de Belgrade. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si ces équipes, attendez, Razik. Juste attends. Oui. Petite remarque. Mais je flippe sur Razik, comment il est passionné. Ah oui, non, mais c'est un sportif de ouf, Razik. Laisse tomber. Ouais. On rentre dans des détails. On va voir ce reste de l'actualité. On va voir sur le vous allez voir. Voilà, c'est ça. Razik, est-ce que le PSG qui sortirait de ce groupe, bon, a priori, ça a l'air d'être bien parti, peut aller loin? Ouais, je me suis posé la question et j'y réponds positivement. Ce que je me dis, c'est que ce groupe-là était le vrai groupe de la mort. Tout reste à faire dans ce groupe, hein. On rappelle. C'était le vrai groupe de la mort. Tout le monde peut passer, tout le monde peut finir 3e. Voilà, ça va être vraiment, ça va être hyper intéressant la dernière journée, sachant que à l'Étoile Rouge de Belgrade, Napoli n'a pas gagné, ils ont fait un 0-0. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont pas perdu à domicile. Enfin, c'est une fournaise. Bon courage à vous. Paris est entaché quand même par, oui, ça a été entaché par, le match a été entaché par des soupçons d'achat de voix, donc l'Étoile Rouge va vouloir faire un très gros match. Paris pour le coup, un très gros match. Pas de la part de Paris. Donc les 3 points ne seront pas acquis, il faudra vraiment aller les chercher, même le point, il faudra aller le chercher, sachant que 1 point logiquement suffirait au bonheur des Parisiens. Maintenant 3 points, vous êtes maître de votre destin. Après, on peut même terminer premier d'ailleurs. Vous pouvez terminer premier. Après, ça dépend de l'autre match. Ça dépend si Napoli gagne ou pas. Après, ce que je vois, c'est que sûrement les deux qui passeront, les deux qui passeront de ce groupe iront loin, parce que le Napoli d'Ancelotti c'est quelque chose, le Liverpool de club c'est quelque chose, et le Paris Tuchel, ça m'en coûte de le dire, mais c'est quelque chose. Après, vos limites, c'est que défensivement. Pourquoi ça t'en coûte? Il faut être objectif. Non, mais c'est pour ça que je le dis. Je le dis, mais ça m'en coûte en tant que Marseillais. Laisse-moi vivre ma passion, Christophe. Mais non, plus objectivement, il y a eu je pense que l'arrivée de Tuchel a totalement changé la donne. Tactiquement, il y a une progression, vous maîtrisez tous les schémas tactiques, vous pouvez jouer à 5 derrière, à 3 derrière, à 4 derrière, à 4 devant avec des monstres que sont Mbappé et Neymar. Après, les 2-3 petits bémols, défensivement, je trouve que c'est encore un peu léger. Premièrement, deuxièmement, en termes d'équilibre dans votre milieu de terrain, il faudra un moment trancher. Marquinhos, c'est pas un 6. Rabiot, faut le mettre en 6. Rabiot, il se casse. Rabiot, il se casse, mais il se casse quand? 6 casse au mois de décembre. Au mois de janvier. C'est une très mauvaise nouvelle. Faudra le remplacer numériquement. Et, mis à part ça, vous avez des monstres, vous avez un goal derrière qui est monstrueux, qui s'appelle Gigi Buffon. Ouais, absolument. Donc oui, il y aura peut-être une ouverture. Après, faut pas tomber sur le Barça en 8e de finale ou un Or en 8e de finale. Faut avoir un peu de chance au tirage et un peu de chance au grattage. Oui, absolument. Et tout dépendra finalement de la place à laquelle on terminera à l'issue de cette dernière journée. Mais il y a un joueur particulièrement, et on en finira là-dessus pour Paris, qui m'agace parce qu'il est talentueux, mais il a un caractère de merde, pardon de le dire. C'est Verratti.
Verratti, il est vraiment très énervant. Le mec se prend un carton jaune, il continue de provoquer le mec. Non mais il faut lui expliquer que dire la vérité, il peut mettre son équipe en danger. Hein. Il est un peu à la carte, il est connu pour être un... Oui, il a une vie un peu... Voilà, c'est un nocturne, fêtard, je lui jette pas la pierre. Hein. Ouais. Mais avec ce qu'on lui demande en termes de professionnalisme, en termes de professionnel, il y a un souci. Il y a un souci, puis même au-delà de ça, entre le Verratti arrivé il y a 4 ans qui était fabuleux et le Verratti d'aujourd'hui qui est fabuleux, il y a quasiment aucune progression, ça pose problème. Là j'ai remarqué, dès qu'on parle technique, là ça y est, Nassim et Nasser sont mis en retrait. Ah, ça y est, on a dit ce qu'on avait à dire sur le sujet du jour. Hein. Sur le sujet du jour, là, ça a dévié. Bon, eh bien on va voir s'il y a rien à rajouter, parce que aujourd'hui ça a bougé, messieurs dames. On est dans la pleine crise des gilets jaunes. On est à 3 semaines maintenant de ces différentes manifestations. Ça a bougé parce que le Premier ministre a parlé aujourd'hui, a fait des annonces. Certains parlent de reculade, d'autres d'enfumage. On en parle ensemble. Faut-il avoir peur de cet acte 4 qui arrive éminemment à Paris? Manifestation de nouveau a priori maintenue. En tout cas, l'appel est maintenu de la part de la plupart des gilets jaunes. On en reparle de ce mouvement parce qu'il pose bien des questions, et moi je vous en poserai une et à laquelle il faudra répondre. 01 40 33 9000. Faut-il que les banlieues viennent se mêler à tout ce bourbion des gilets jaunes? On en reparle en détail, et la question que l'on vous pose: est-ce que les annonces de Édouard Philippe, je vous les rappelle, c'est un moratoire sur la hausse des taxes pour une durée de 6 mois. C'est pas 6 semaines, non? Non, c'est 6 mois, d'accord. et pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, c'est même 5 mois, parce qu'il y en a quelques-unes, c'est le mois de mai. Mais bon, on va dire 6 mois. Est-ce que ça va suffire à calmer la colère des gilets jaunes? On en parle. Et pour l'instant, c'est très tranché sur les réseaux sociaux, puisque sur Facebook, vous êtes à dire à 93%, dire non, ça ne calmera pas les gilets jaunes. On en reparle avec vous, Nasser Lajili, Razik Metiche et notre ami Nassim Lachlach, qui est de retour, et ça nous fait bien plaisir dans un instant avec vous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec un beau trio aujourd'hui. Nasser Lajili, Nassim Lachlach et Razik Metiche qui sont avec nous aujourd'hui. Messieurs, avant d'ouvrir le chapitre Gilets jaunes qui va nous occuper jusqu'à au moins la fin de l'émission, puisqu'il y a tellement de volets à explorer avec vous et avec les auditeurs au 01 40 33 9000, j'aimerais avoir une pensée pour cette dame algérienne de 80 ans et leur famille qui, en fermant ses volets à Marseille, a été atteinte par une grenade lacrymogène. N'a pas survécu à l'opération à l'hôpital, elle en est morte. Ça reste, ça laisse sans voix, quoi. Voilà, 80 ans, elle ferme ses volets, elle se prend une bombe lacrymo. C'est dramatique. Donc évidemment, condoléances à toute la famille, bien sûr. Alors, pour ce qui est des gilets jaunes, confronté à cette crise, le gouvernement a fait une concession en décidant donc ce fameux moratoire de 6 mois sur la hausse des taxes sur les carburants. Ce qui était le point de départ de la contestation, rappelons-le, il y a une vingtaine de jours. Le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé ce moratoire ce matin devant le groupe de la République En Marche et Modem à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe a ensuite pris la parole depuis l'hôtel de Matignon, l'occasion de faire d'autres annonces, plusieurs mesures pour tenter donc de désamorcer la crise. En plus du moratoire sur la taxe sur les carburants, le gouvernement s'engage à ce qu'il n'y ait pas de hausse du tarif de l'électricité d'ici à mai prochain. Il renonce aussi pour le moment à l'alourdissement des conditions de contrôle technique sur les automobilistes, sur les automobiles, c'est donc un gel de ces 3 mesures pour 6 mois. Ces mesures pour le pouvoir d'achat, elles étaient réclamées par les gilets jaunes et Édouard Philippe espère qu'elles seront bien accueillies, il l'a rappelé ce matin. Ces décisions, d'effet immédiat, doivent ramener l'apaisement et la sérénité dans le pays. Elles doivent nous permettre d'engager un vrai dialogue sur l'ensemble des préoccupations qui se sont exprimées ces dernières semaines. Il faut réfléchir ensemble au rythme de la transition écologique, tout en conservant son ambition. Édouard Philippe, alors messieurs, première question, est-ce que d'après vous, c'est la question d'ailleurs qu'on pose aux auditrices et aux auditeurs sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF, est-ce que ce moratoire de suppression des hausse des taxes pour une durée de 6 mois va suffire à calmer la colère des gilets jaunes? Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Nassim, est-ce que ça va suffire? Déjà, si on peut s'arrêter juste sur le mot moratoire. Bien sûr.
puisque on sait que ce moratoire, ça veut dire il est connoté, il est marqué. Oui, voilà, suspension, une suspension temporaire. Voilà. Pour le coup des taxes. Mais on sait que dans notre pays, ça a été aussi abordé pour d'autres sujets. Oui. En l'occurrence pour la lapidation. Oui. La France n'est pas concernée par le sujet, bien évidemment. Voilà. Donc par Monsieur Ramadan. Donc je suis ni son avocat ni personne pour lui. Non, qu'on commence pas à voilà. En tout cas, je reconnais le fait que cette personne s'était positionnée contre tout châtiment corporel et que face à un débat, dans un débat télévisé face à Nicolas Sarkozy, il avait suggéré, il avait expliqué que sa position c'était justement un moratoire. Ce qui fait que le mot moratoire avait été un mot qui a été complètement stigmatisé et qui avait été dévié de sa définition originelle. Et quand on parlait de moratoire, on pensait directement à Tariq Ramadan. Et moi je reviens sur les propos qu'a tenu Nicolas Sarkozy. Mais un moratoire, Monsieur Ramadan, vous vous rendez compte, un moratoire, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens meurent, etc. Et en l'occurrence, c'est certaines, surtout les femmes pour le coup. Et là c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que moi ça me choque pas, le mot moratoire ne me choque pas, mais c'est juste que c'est assez drôle d'entendre ces mêmes personnes qui hier critiquaient le fait de faire une suspension temporaire, d'utiliser ce terme, et d'aujourd'hui d'utiliser ce terme pour, c'est vraiment le mot moratoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit suspension, on a utilisé le mot moratoire. Donc ce qui signifie qu'à l'époque on a fait un faux procès. Excusez-moi, je me permets de le dire, et vraiment ça n'a rien à voir avec l'actualité de Monsieur Ramadan, mais on a fait un faux procès à l'époque sur le sujet, puisqu'un moratoire sert en effet à s'arrêter, à regarder, à discuter, à réfléchir, et après à prendre une décision sur l'arrêt ou non. Et sur la question de la lapidation, qui était un sujet qui était beaucoup plus épineux que les taxes actuelles, puisque ça concernait beaucoup plus de personnes dans le monde, et on parlait vraiment de personnes qui mouraient à la fin. Le sujet qui était beaucoup plus épineux, il fallait convaincre beaucoup plus de personnes aussi. Voilà, c'était juste une parenthèse. D'accord. Ensuite sur la question qui est posée, effectivement, on voit un petit peu ici et là que certaines personnes peuvent se satisfont déjà. Alors c'est difficile à quantifier, c'est très difficile à quantifier. Ça, je pense que ça, tout le monde en sera d'accord. Mais on constate que les Français qu'on pensait si éloignés de la politique, avec un manque de réflexion, un manque d'analyse politique, sont complètement conscients de ce qui se passe et disent, en tout cas une partie, et disent oui, très bien, c'est suspendu pour 6 mois. Mais ensuite, dans 6 mois, il n'est pas dit que c'est supprimé. C'est-à-dire que la réponse que ces gilets jaunes attendaient, c'était suppression de la taxe sur le carbone, suppression de ceci, suppression de cela, arrêt de ceci, arrêt de cela. Il n'y a pas de suppression. Là, il n'y a pas de suppression. Un moratoire, donc un moratoire. Suspension, 6 mois. Deux choses sur cette suspension. Alors, juste pardon, Nassim, je t'en prie. Par rapport à cela, Édouard Philippe insiste en disant, voilà, il y a un moratoire pour une suspension de 6 mois. Mais on va discuter et on ne sait pas finalement ce qu'il adviendra au bout des 6 mois. Peut-être d'ailleurs qu'ils vont supprimer définitivement. On ne sait pas. Peut-être. En tout cas, juste pour finir très rapidement, ce moratoire. Excusez-moi, le mot il fait rire. Juste le mot. Ce moratoire permet 2 choses. Permet de passer des fêtes de fin d'année tranquillement. Enfin, donc aussi, c'est ce qu'ils espèrent. C'est ce qu'ils espèrent. En tout cas, c'est la stratégie. Passer les fêtes de fin d'année tranquillement, puisqu'on voit qu'il y a quand même, il commence. En tout cas, on n'arrête pas de nous le rabâcher là sur BFM et compagnie. La chute du chiffre d'affaires, des magasins, etc., etc. Alors encore pour les petits commerçants et pour les petites PME, je l'entends bien. Encore pour des grandes enseignes, LVMH et toute la clique. Bon, voilà. Donc passer les fêtes de fin d'année tranquillement et ne pas s'attirer le courroux de la population, parce que ça pèse aussi sur les gens. Et il y a des tensions aussi entre habitants. Il espère le pourrissement du mouvement, en fait, c'est ça que t'es en train de dire. Exactement, petit à petit. Et ensuite, est-ce que ça va marcher? Et ensuite les élections européennes. Et ensuite les élections européennes qui se dérouleraient durant cette période de moratoire. Et qui mettrait ainsi les partis politiques face à leurs contradictions aussi. Exactement, ce serait difficile. Par contre, les partis politiques jouent un jeu, je m'en arrêterai là. Après, je laisserai, excusez-moi. Les partis politiques, ils sont assez risibles parce que ça fait un petit moment maintenant qu'ils représentent qu'eux-mêmes, et l'élection de Macron l'a démontré. À un moment donné, ils demandent un moratoire, et quand ils donnent un moratoire, quand on écoute un petit peu les prises de position des uns et des autres, que ce soit du Parti Socialiste, du Rassemblement National, etc. Oui, mais c'est pas assez que ça. Mais c'est ce que vous avez demandé. C'est-à-dire, ils ont été réunis hier par Édouard Philippe. Il en est ressorti que visiblement il y a des décisions qui sont prises et il y a une écoute des partis politiques français. On pourrait s'en féliciter au regard de la démocratie, de ceci, de cela. Et ces mêmes personnes derrière viennent encore attiser. Donc aussi eux, ils ont une position qui est assez ambiguë. Voilà, je pense qu'il faut écouter le mouvement, essayer de l'écouter dans son ensemble, dans sa pluralité, essayer de rassembler un petit peu les revendications qui y sont et moins écouter ces partis politiques qui encore une fois représentent qu'eux-mêmes, avec Monsieur Mélenchon qui affirme que les propositions qui sont faites, les doléances, c'est son programme politique.
Ça, alors effectivement, il y a des similitudes, il faut quand même le reconnaître. Il faut reconnaître. Mais voilà. Et Édouard Philippe, quand il dit se donner le temps pendant les 6 mois de réfléchir à faire cette transition écologique, ça veut dire qu'il ne l'avait pas réfléchi. C'est ça qu'il faut noter aussi. Il n'avait pas réfléchi à comment on allait faire après. Contrairement à Mélenchon qui avait fait une intervention il y a 2-3 jours de cela sur un plateau télé où il expliquait la manière dont il proposait dans son programme. C'est extrêmement intéressant. Et on n'entend pas trop les Verts aussi sur ces questions-là. Et t'as pas répondu à la question? Ils existent toujours les Verts? Et les Verts, ils sont favorables à cette taxe, pardon, mais vous savez comme moi qu'ils ont le vent en poupe pour les élections européennes prochaines mais là, quel impact ça va avoir aussi? Nassim, t'as pas répondu à ma question. Pardon. Est-ce que ça va calmer la colère des Gilets jaunes, d'après toi? Je pense qu'il y aura des irréductibles et que ça ne calmera pas la colère et que samedi on aura encore un samedi de colère, encore samedi noir. Ouais, voilà, je voulais pas dire. Un samedi Alors de colère. il y a justement Christophe Castaner qui vient de lancer un appel et j'invite les Gilets jaunes raisonnables à ne pas se rassembler. Raisonnable, non, le mot raisonnable a été employé. À ne pas se manifester ce samedi. Ça, c'est la déclaration de Castaner, ministre de l'Intérieur, qui vient de tomber là. Ouais, il sera certainement écouté comme c'est le ministre de l'Intérieur. C'est incroyable, Razik. Ouais, moi c'est incroyable. Je vais aller même un peu plus loin que Nassim Lachlache. J'attendais rien de la déclaration d'Édouard Philippe. Je suis quand même déçu. Alors enfin pour le coup, ceux qui en attendaient quelque chose, ils en auront pour leurs frais. Juste pour la comparaison, toujours se rappeler qui est le mentor d'Édouard Philippe. C'est Alain Juppé. Oui. Alain Juppé a vécu une séquence qui était similaire dans la gestion. 95. Absolument. Oui. Alain Juppé en 95, lorsqu'il essaie de faire passer la réforme de la sécurité sociale. Non, c'était pas CPE. Non, c'était la sécurité sociale pour le coup. Oui, exactement. Il essaie de faire passer le budget. Alors que oui, ça a été voté, c'était dans les cartons, tout devait passer. Il a en face de lui, il pense des syndicats qui sont morts. Il prend ce pari-là d'emblée en disant que les syndicats français en 1995 sont moribonds, personne ne bougera. Il a réussi à mettre dans la rue 2 millions de personnes cet hiver-là. Et là aussi, il pensait que l'hiver, en plus l'hiver 95, je m'en souviens très bien, c'est un hiver. Ah bah oui, on l'a tous vécu, hein. Enfin, c'était un rude où il faisait très froid. La France a été paralysée pendant un mois. L'armée était dans Paris, hein. Et enfin oui, c'était vraiment archi tendu. Et là aussi, on avait eu un entêtement de la part d'Alain Juppé qui ne voulait pas entendre, qui ne voulait pas comprendre la rue en disant que la rue ne gouverne pas. On a eu un homme politique qui a tenu le bras de fer, mais qui a perdu le bras de fer. Ouais. Aujourd'hui, la séquence me rappelle, avec un mimétisme troublant, ce qui s'est passé en 1995. Édouard Philippe, lorsqu'on a eu le début de ce mouvement, a fait mine de ne rien vouloir entendre. Après, sa première je rappelle action, quand même qu'Édouard Philippe, c'est l'exécutant de Macron, hein. C'est l'exécutant de Macron, bien sûr, mais il a aussi un passé politique. Enfin, il a été drivé, dans sa formation, bien sûr, dans sa formation, il a vu comment Alain Juppé s'est comporté de cette manière-là. Il n'a pas pris, à mon avis, acte. Ensuite, la première action en politique, souvent, c'est de rien faire. Il n'a rien fait. En se disant que bon, on va jouer le pourrissement, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de grosses organisations syndicales qui sont partie prenante de ce mouvement. Ce mouvement va peut-être s'essouffler de lui-même. Le pari a été largement perdu. Aujourd'hui, il est en train de mettre en forme l'expression la montagne a accouché d'une souris. C'est vraiment ça. Ça veut dire on a des personnes qui militent sur le pouvoir d'achat, qui militent sur la suspension des taxes, qui en filigrane mettent en question la question centrale du consentement à l'impôt. Enfin voilà, on a une crise politique majeure, on a quasiment une crise de régime. La personne nous dit suspension moratoire, ça n'a rien à voir, c'est hors sujet pour le coup. Et même que je reviens à ce qui a été dit par Nassim, le mot moratoire est extrêmement connoté. On n'a pas suspendu, on n'a pas abrogé, on n'a pas annulé, on a fait un moratoire. C'est le minimum du minimum. Oui, non, et ça va calmer ou pas? Non, ça va pas calmer, ça met de l'huile sur le feu. Et une dernière chose, on a eu des élections là récemment, municipal et législative dans l'Essonne. Oui. Vous vous souvenez du taux de participation? Oui. 18%. Oui. Réellement, c'est une émeute silencieuse, ça. Ça veut dire quoi, que le peuple a perdu goût à la politique? C'est le lien est rompu. Le contrat social est rompu. Je vais même plus loin. Le contrat social est rompu. Mais c'est lorsqu'on a que 18% des inscrits, ça veut dire qu'on a peut-être 12%, 10% des votants. Oui, mais la démocratie, c'est quoi? C'est quand on est élu avec la majorité des voix, on est élu. Donc, malheureusement, mais là, absent, on a un système qui, bon gré mal gré, se complaît avec des taux d'abstention à 80%. Ouais, mais qui interdit les gens d'aller voter? Razik, moi, je veux bien entendre ça, mais au bout d'un moment. Qui les oblige? Qui travaille sur cette question-là en France? Mais il y a la question de la légitimité quand même. Et ces 80% qui se sont pas exprimés, ils vont bien s'exprimer autrement. Faut pas compter sur le fait que on n'a pas été voté, ça nous saoule. Alors bon, fallait écouter aussi localement justement dans l'Essonne sur le fait que localement ils critiquaient le fait qu'il y avait pas eu de communication en plus. On
n'informe pas les gens qu'il y a un vote. Bon, ça c'est une autre question. Bien sûr, c'est une partielle. Voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est aussi plus difficile. Mais en tout cas là, c'est dramatique. Élu comme ça, enfin tu refuses le mandat, quoi. J'en sais rien. Nasser Lajili. Non, après on peut pas faire semblant aussi de voir la réalité en face. Donc en dehors des élections qui sont habituelles, comme les législatives en 2017, etc., on a un taux d'abstention qui est énorme. Et ce taux d'abstention qui est énorme, c'est les gens des quartiers populaires, le 3/4 du temps. Voilà, vous avez pas me le... Quartiers populaires, les ruraux, bien sûr, les personnes en périphérie, toutes les personnes qui sont isolées de la France. Tout à fait, qui se sentent pas du tout concernés les ruraux, ça commence à voter un peu plus, Razik, pardon. Comment? Il y a un peu plus de participation dans la France profonde que dans les quartiers populaires. Quand on rentre dans le détail, si vous prenez la fameuse diagonale, vous la tracez du Havre, et vous la prenez jusqu'à Nice, et ben c'est toute la France du côté est qui vote moins que la France du côté ouest. Et c'est la France qui est en rupture. Après, concernant ce qui se passe là avec les annonces d'Édouard Philippe, c'est de l'enfumage pour moi. C'est de l'enfumage dans le sens où on essaye de nous endormir pendant 6 mois, comme l'a dit tout à l'heure Nassim. Il va y avoir les élections européennes, les gens vont partir en vacances juste après, et c'est à ce moment-là que les choses vont changer. Après, effectivement, peut-être il peut changer de cap en disant bon, on abandonne pour éviter de dire qu'on a perdu sur ce point-là. Où il sera plus en place. Où il sera peut-être plus en place. Alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Moi personnellement, je suis favorable pour que les gens aillent manifester samedi prochain, parce que c'est le moment d'y aller. C'est le moment, même si on se retrouve pas, parce que on a eu un débat tout à l'heure avec Razik où il disait moi je me retrouve pas forcément chez les gilets jaunes. Mais aujourd'hui c'est à nous de prendre cette place aussi. Et dans les quartiers populaires, malheureusement, on a très peu de gens qui se mobilisent sur ces questions. Est-ce que c'est pas mieux qu'on va aborder ça, non, Nasser, est-ce que on en parlera tout à l'heure si tu permets de cette question, parce que moi la question que je vous poserai tout à l'heure, est-ce que la banlieue doit venir, est-ce que les quartiers populaires doivent rallier ces gilets jaunes? Absolument. On a vu ce que ça a donné samedi. Il y a eu vraiment des débordements. Heureusement, c'était pas des gens de banlieue principalement qui étaient donc parmi les casseurs, on va dire, parce qu'il y a eu des casseurs, des images terribles quand même, cet arc de triomphe qui a été souillé. Là aussi on pourra se poser la question de cette peut-être volonté ou pas d'avoir laissé rentrer des gens à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. On a su boucler les Champs-Élysées, on a su boucler les abords des palais, on n'a pas su boucler l'entrée d'un monument historique. C'est quand même dramatique quand même, ça pose question les gars. Il y a un amateurisme désolant, c'est-à-dire qu'on nous dit quand même 66 000 quelque chose comme ça, policiers mobilisés, tous les policiers étaient mobilisés. Je veux dire, voilà, ça c'est le maximum ce que la France peut faire. Le message, moi ça me fait très peur. Personnellement, ça me fait très peur parce que ça veut dire c'est le maximum qu'on peut faire. Donc ça veut dire que si il y avait, parce qu'il y avait 150, 160 personnes, il y avait personne. Ça veut dire si tu mets 1 million de personnes dans toute la France, 2 millions, par le passé, tu parlais par exemple du Juppé, ça a été géré quand même par le passé. Ça veut dire que la colère quand même là, elle passe un échelon parce que ils sont peu nombreux, mais ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Et ça, c'est, franchement, ça, ils ont le soutien de la population. Je salue quelque part leur détermination, même si, comme Razik, je m'identifie pas complètement aux gilets jaunes pour d'autres raisons, on en parlera peut-être quand on parlera plutôt des banlieues, mais je salue leur détermination, parce que les gars sont déterminés sur les ronds-points, des gens qui font aussi pacifiquement, qui disent non, on reste là jusqu'à cet été, etc. Les gens, c'est affolant, tu vois, dans leurs yeux, c'est l'œil du tigre, tu vois. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol général. Nasser, tu y étais, avant d'accueillir Mouloud qui nous attend au 01 40 33 9000, vous pouvez d'ailleurs nous appeler parce que vous avez, la parole du peuple s'exprime tous les jours dans cette émission, donc allez-y, prenez la parole, que vous soyez de Montargis en passant par Marseille ou que sais-je encore, et bien n'hésitez pas, 01 40 33 9000. Nasser, tu y étais à l'Étoile. Oui. Il y a eu effectivement ces images de violence qu'on a vues à la télé en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a vraiment eu des casseurs qui sont venus là pour casser? Est-ce qu'il y a eu des provocations des CRS? Comment ça s'est passé? L'ambiance était très tendue depuis 9h le matin. C'était pas tendu, c'était l'anarchie. Effectivement, mais je le dis sincèrement, quand on était sur place, moi personnellement, j'en ai fait des manifestations. Ouais. J'ai vu, une situation qui était vraiment dramatique. Mais dramatique dans le sens où il y avait énormément de provocations en termes, chez les flics, en face, qui ne cherchaient pas à savoir. Parce que, faut voir aussi les véhicules qui passaient en vitesse, devant les manifestants. Ils s'en foutaient s'ils allaient foncer sur une personne ou pas, ou un manifestant. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait aussi des casseurs. De dire qu'il n'y avait pas de casseurs, ça serait de mentir. Il y avait ils étaient très peu, dans le sens où c'est des personnes qui sont habituées à venir aux manifestations pour faire ce genre de dégradation. Maintenant, effectivement, il y avait aussi toute une
c'était cosmopolite. Il y avait des gens qui étaient même, il y avait des personnes à mobilité réduite qui étaient présentes. Il y avait des personnes âgées, il y avait des retraités, il y avait des gens qui venaient d'Ardèche, il y avait des gens qui venaient de partout. Donc aujourd'hui, de dire qu'il y avait que des casseurs au sein de l'Arc de Triomphe, ça serait d'insulter déjà les Français. Parce que la plupart des gens ne cautionnaient pas ce genre de... L'Arc de Triomphe qui a protégé la flamme du soldat inconnu. Tout à fait. Non, et la flamme, elle a été protégée du début jusqu'à la fin. Et donc, même les casseurs, ils se sentaient pas capables de se rapprocher Mais les amis, juste sur ça, parce que les gilets jaunes, quand même, ils ont pas empêché, de ce que j'ai vu, j'étais pas sur place, donc là, je m'en remets plutôt à ceux qui étaient, qui étaient sur place. Ils ont pas empêché la casse. Ça veut pas dire que, même la police, ça l'a pas empêché. Non, mais ce que ça signifie, enfin, pour moi, ce que ça me renvoie, c'est-à-dire dans d'autres manifestations qu'on a sur des mouvements sociaux classiques, il y a un service d'ordre. Il y a un service d'ordre, il y a la CGT, bon, parce que ça fait partie des meilleurs services d'ordre. Tout à fait. Et du coup, c'est encadré et ils empêchent, dès qu'il y a un petit peu un vilain petit canard, qu'est-ce que tu fais? Il y a toujours quelqu'un, etc. Là, c'est pas le cas. Alors, je suis pas en train de critiquer le mouvement, mais c'est que quelque part, enfin, les gens, ils ont envie de s'exprimer, ils ont besoin de s'exprimer. Je vais vous poser la question. Pas ce qui se passe. Je vais vous poser la question autrement, sans justifier quoi que ce soit. Entendez-vous, il faut m'entendre. Voilà, je vais la faire simple. S'il n'y avait pas eu ces images terribles que l'on a vues et qu'on condamne tous samedi à Paris, est-ce que le gouvernement aurait répondu? Est-ce qu'ils auraient fait un geste? C'est une très bonne question. Tous ces gens qui seraient venus pacifiquement, sans aucun problème, etc. On aurait parlé, oui, il y a une manifestation, bon, ça se passe bien, super, c'est bon enfant. Est-ce qu'on aurait été entendu? La radicalité dans des mouvements comme ceux-ci sont obligatoires. Moi, là, pour le coup, je suis radical sur ma question, ça pourrait même être un avis tranché, c'est obligatoire. C'est indispensable. C'est-à-dire pour les droits civiques aux États-Unis, pour les droits civiques dans le monde, pour l'abolition de l'esclavage, pour tout, la Révolution française, pour tout ce qu'on veut. Quand il a fallu arracher des droits, la sécurité sociale, les 35 heures, tout ce qu'on veut, il a fallu se mobiliser et il y a eu des débordements. Alors bien évidemment, on les regrette. On regrette surtout qu'il y ait des morts, notamment cette dame âgée de Zeynep. Il y a le jeune Mehdi là, vous avez tous dû voir ces images-là qui ont été tabassées par la police. Des policiers qui sont, il y a aussi je sais pas comptabiliser, mais il y a aussi des policiers qui sont par ailleurs blessés, etc. On peut regretter tout ça, toutes ces personnes mortes et blessées parce que c'est inutile. Si Macron, parce que c'est Macron le responsable de tout ça, si Emmanuel Macron, le président de la République française, avait pris ses responsabilités dès le début de cette crise, ou avait anticipé ce genre de mouvement, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, ils sont pas à l'écoute. Ils fermaient les oreilles, ils marchaient avec des œillères, et on entendait cet après-midi même, là, juste avant le début de l'émission, Édouard Philippe à l'Assemblée, et des députés dire, oui, nous étions bien peu, il y a un certain temps, à vouloir à écouter la démocratie, à écouter le son de la démocratie, etc. Comme s'il y avait que la République en marche. Édouard Philippe à dire, on va travailler tous ensemble main dans la main. Sauf qu'à l'époque, quand les partis politiques, tous confondus, et les mouvements citoyens, les syndicats leur demandaient de discuter, on fermait la porte, on écoute les syndicats, ok, on ferme, on va plutôt se résoudre à écouter le rapport de un tel ou un tel ou un tel. Et ça concerne toutes les franges de la société, y compris tout ce qui est religion, etc. On écoute les rapports. Alors on prend Mouloud si vous voulez bien. On fait une petite place à Mouloud. Hein. Salut Mouloud. Bonjour Mouloud. Bonjour Christophe. Bonjour à tes invités. Oui. Alors. Moi, à mon avis, l'erreur qu'il a fait, là, Édouard Philippe aujourd'hui, la seule solution pour éteindre l'incendie, c'était la suppression carrément. Ouais, ça on est d'accord. Oui. Non, mais vous parliez là du moratoire, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est remettre ça en place dans 6 mois. Mais à mon avis, le gouvernement, il a fait une erreur. Il joue le pourrissement de la situation. Mais ça peut marcher, Mouloud. Ce qu'ils attendaient, c'est par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier. Mouloud. Allô? Oui, ça peut marcher le pourrissement, selon toi? Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Eux, ils pensaient, ils attendaient le sondage par rapport aux Français. Or, il se trouve que malgré les violences qu'il y a eu samedi, il reste quand même 75% des Français qui continuent à soutenir le mouvement. Non mais d'accord. Après on parle des taxes, mais il n'y a pas que les taxes. Les Français ils en ont ras-le-bol aussi. Il a pas dit un mot. Malgré les violences, bien sûr. Mais il a pas dit à soutenir le mouvement. Mais Mouloud, il a pas dit un mot sur le SMIC, sur l'augmentation du SMIC. Il a pas dit un mot. Et donc les gens ils en ont ras-le-bol. Et je pense que c'est un ras-le-bol général. C'est pas forcément que sur des taxes. Les gens, juste à écouter la télé, ceux qui sont interviewés d'ailleurs, ils sont sur des questions générales. On en a ras-le-bol, on veut complètement changer le système. Le système il est très mal fait. Sur les barrages et puis sur les plateaux, ils sont pas satisfaits du tout mais heureusement. De ce qui a été proposé. Mais heureusement. Alors. Et puis Christophe, il y a un autre sondage que j'ai vu tout à l'heure qui est tombé par rapport à l'exécutif.
Édouard Philippe a perdu 10 points. Il se retrouve à 24%. Ah oui, Édouard Philippe a perdu des points. Bah oui, mais ça c'est logique non, mais Macron se retrouve à 22%. Et à mon avis... Ah oui. Il va battre le record de Hollande, je vous le dis. Il va trouver du pétrole. Il pourra pas faire les réformes. Si t'as pas le soutien du peuple, tu pourras rien faire. Il pourra rien faire. Je vous pose la question à tous. Il y a un autre facteur dont vous n'avez pas parlé. Pardon Mouloud, vas-y. C'est que la semaine prochaine, il parle de l'entrée dans la danse des agriculteurs. Ah exact. Il y a les lycéens. Il y a les routiers. Ils sont déjà rentrés les lycéens. Les lycéens, ça y est, et puis de manière assez violente d'ailleurs. Les routiers. Et là, s'il y a la jonction entre les mouvements, je crois qu'ils sont morts. La convergence des luttes. La convergence des langues. Bon, merci Mouloud. Moi, j'ai une question à vous poser. D'abord, toute cette gestion, effectivement, Édouard Philippe, on le voit, il perd des points. Il est mis en avant, peut-être d'ailleurs de manière volontaire, par Emmanuel Macron, qui pour le coup est dans le passé. Enfin, sauf si je me trompe, et ça peut arriver de temps en temps. D'habitude, ce genre de crise, c'est le président qui règle tout ça. C'est lui qui fait des annonces. C'est lui qui reçoit les chefs de partis politiques. Ça dépend. En général, oui. Ça avait été, par exemple, Chirac en 2005, il avait repris la main. Il avait laissé Dominique de Villepin gérer. Sarkozy, ils avaient essayé de l'enterrer sur les émeutes de 2005, et à un moment, Chirac avait repris la main, avait sifflé la fin de la récréation. Il y a une volonté d'Emmanuel Macron de rester en retrait. Il a totalement raison. Oui, pour le coup, c'est stratégique. Le Premier ministre, c'est le fusible. Donc ça veut dire, au bout d'un moment, il le cramera. C'est après les européennes. Après, il le saute, c'est lui qui paiera premier la facture. Évidemment, il est là pour ça. Il pourrait même prendre, potentiellement, c'est à réfléchir, notre ami du Modem, en Premier ministre après. Bayrou, puisque Bayrou revient un petit peu sur le devant de la scène. Il était parti pour pas entacher, mais bon, là, au point où ils en sont, il peut revenir avec une enquête sur le dos, c'est pas un problème. Mais est-ce que aujourd'hui, finalement, quand on regarde un petit peu tout cela de manière assez objective, est-ce que le quinquennat de Emmanuel Macron, aujourd'hui, on peut dire qu'il est terminé? Parce que il reste 3 ans et demi. Non, je pense pas. Il reste 3 ans et demi. Vous pensez vraiment, parce que là on a l'impression on est même pas à la mi-temps, on est à la 30e minute. On a l'impression qu'il y a une rupture quand même, qui est là, qui est présente entre le président et le peuple. Ah mais bien sûr. Elle est présente. La rupture, on va avoir du mal à remettre tout ça d'aplomb. Elle date de l'affaire Benalla. Enfin pour le coup, à l'affaire Benalla, il y a eu un décrochage au sein de l'opinion publique et le début de la crise a été très mal géré. Je me souviens encore de l'interview du président sur le Charles de Gaulle, ça n'avait aucun sens. En pleine crise des Gilets jaunes, faire une interview dans un symbole de puissance de la France comme ça, alors que les gens, je vais pas dire meurent de faim, mais ont l'impression de mourir de faim, ça n'a aucun sens. Et la deuxième intervention, on était pas sur un summum de mobilisation, mais on était entre l'acte 2 et l'acte 3. Emmanuel Macron reprend la parole, on pense qu'il va reprendre la main, il nous fait un discours sur la transition énergétique. Hors sujet, monsieur, 3/20. Est-ce que Macron doit parler maintenant? Est-ce qu'il doit reprendre la main? Il va qu'il reprenne la main. C'est le président de la République, c'est le garant des institutions, c'est l'arbitre du jeu poétique, et c'est lui qui est la clé de voûte. Dans tous les cas, ça permet, là, le jeu qu'il fait actuellement, ça permet à Macron, à un moment donné, de revenir et de dire, ah bah tiens, finalement, on fait comme ça. Par exemple, il peut revenir du jour au lendemain et dire, je vous ai compris, pour reprendre une vieille phrase, et dire, ça y est, on supprime. Il passe un petit peu pour le héros, il saute le Premier ministre. C'est un jeu risqué quand même, non? Vous l'accorderez. C'est un pari risqué pour Édouard Philippe, oui. Après, non, pour Édouard Philippe, d'accord, on a l'impression que son sang est scellé. Il démissionnera pas. Il partira jamais. Il a une mission, c'est sa jambe droite qui a parlé depuis le début du mandat. Moi, je me fais pas trop d'illusions sur le fait qu'il va faire quelque chose un peu à gauche. Il peut reprendre la main, d'après vous. Vraiment. En tout cas, il a le pouvoir institutionnel de la reprendre. Si demain il vire le Premier ministre, il nomme un nouveau Premier ministre, il fait un gouvernement dit d'union nationale en ouvrant à gauche, en clivant un peu à gauche, il peut reprendre la main. En revanche, j'aimerais vraiment que ça. Et dissoudre l'Assemblée, vous y croyez pas? Non, il va perdre. Pourquoi il la dissoudrait? Moi, j'y crois. Pourquoi il perdrait? Parce que regarde, on l'a vu à chaque fois, ça a fonctionné cette histoire. Regardez Chirac en 97, il dissout l'Assemblée. C'était une autre époque, c'était le septennat. D'accord. Mitterrand l'a fait 2 fois, ça a été payant. Mitterrand l'a fait après la victoire de la présidentielle, c'est un autre contexte. Le seul qui a fait son appel. La victoire. Mais non, il l'a fait en 86 la première fois, il l'a fait en 93 la deuxième. En 86, l'Assemblée élue en 80 arrivait à terme, c'est une élection normale en 86. Il a dissous en 88 pour avoir une majorité après la présidentielle. Oui, exact. Ce qu'il faut bien l'avoir en idée, c'est que la réforme de 2001, en instaurant le quinquennat et en inversant, c'est ce qui est fondamental, en inversant la présidentielle qui est en premier et la législative qui est en deuxième, a donné le plein pouvoir au président. La 5e République est devenue trop présidentielle. C'est ce qu'on paie aujourd'hui, et la jurisprudence Chirac sur la dissolution tactique à l'anglaise, comme on l'appelle en droit constitutionnel, c'est-à-dire une dissolution où on anticipe le vote en espérant reprendre la main,
a montré que ça a amené une majorité défavorable au président. Là, s'il l'a fait tout de suite, il aurait en cohabitation et je sais pas s'il aurait un intérêt à avoir ça c'est clair qu'il aurait une cohabitation, ça lui permettrait de justement de reprendre de la hauteur et peut-être d'être réélu en 2022 parce que si on prend le contexte d'aujourd'hui, on aurait pu considérer que Emmanuel Macron de toute façon était en cohabitation avec n'importe qui, puisqu'à la base la République en marche qui était rien qui est arrivé, Édouard Philippe c'est LR, enfin en fait tous ces hommes politiques aujourd'hui sont de droite, gauche, socialistes, etc. Alors oui, une étiquette, ils ont un slogan affiché sur la tête, la République en marche, mais en réalité ils sont issus d'une formation politique différente. Quelque part ils sont en cohabitation, hein. Il n'est pas impossible qu'Édouard Philippe, ça ne me choquerait pas de savoir qu'Édouard Philippe est en conflit un peu ouvert avec certains de ses ministres. Parce que c'est le grand écart, mais c'est ce que les Français attendaient. C'est vrai que c'est ce que les Français attendaient, que chacun dépasse les clichés politiques, etc. Nous-mêmes, Nasser, on a été ensemble à des élections avec des gens qui étaient complètement différents de nos convictions. Nous, on était d'accord sur un programme. Ça a marché. Sur un programme, bien sûr. Le programme a fonctionné, l'élection n'a pas fonctionné. Exactement. Oui. mais ce que je veux dire, c'est que on était les premiers à le réclamer. Voilà, la réalité elle est là. Par contre, il faut vraiment que les Français se rappellent que ils ont quand même élu cet homme-là, ils ont élu ces gens-là, et ça c'est tout le temps, et on dirait que c'est franco-français à chaque fois. On élit des gens. Il nous avait promis ça, Macron. C'est pas ce qu'il nous avait promis, rien d'autre. Il a été honnête, il est cohérent le mec. Dès le début, de la sueur, des larmes et du sang, ça va être dur. Il nous l'a dit. Faut remettre la France. C'est pour ça que ça va être compliqué. Parce qu'il a pas commis quelques erreurs, par exemple en supprimant l'impôt sur la fortune. Non mais énormément. Après se rappeler qu'Emmanuel Macron n'a jamais été ne serait-ce que maire. Pour le coup, il y a quand même aucune expérience apprentissage politique. Lorsqu'on prend les différents présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jacques Chirac, il y a tout un parcours. On devient maire, on devient ensuite député, président de son parti, on accède à la fonction suprême. Emmanuel Macron est passé de délégué de classe à président de la République. C'est ça. Ça veut dire qu'à bout d'un problème, il a un problème de. Ouais, mais Razik, je suis d'accord avec toi, mais la plupart des Français, ils se sont dit c'est un renouvellement. Donc eux, pour eux, c'était de l'espoir. Exactement. Pour eux, c'était de l'espoir. Et là, c'est de l'espoir déçu. Comme t'as dit, c'est de la déception. Mais d'ailleurs, il y a rien de pire parce que les autres politiques, on attendait peut-être rien d'eux. À la différence d'Emmanuel Macron, où il y a eu beaucoup d'espoir. Il a suscité de l'espoir par sa jeunesse. Est-ce qu'on peut avoir des craintes pour la suite, l'après Macron finalement? Ah bah bien sûr. Après le film que tout le monde voit, on est beaucoup à le voir, c'est que 2022, les extrêmes seront très près du pouvoir. Moi, je parie pour une reconstitution des partis politiques. Et si un deuxième tour Mélenchon-Marine Le Pen, il se passe quoi en fait? Il se passe quoi? Macron Le Pen? Non, Marine Le Pen, Mélenchon. Il se passe quoi? Vous faites quoi? On fait quoi? On fait quoi? Chacun prend ses responsabilités. Razik, tu vas pas tomber là-dedans en comparant Marine Le Pen et Mélenchon, s'il te plaît. Non, mais je tombe pas là-dedans, mais s'il faut me faire voter entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, je me dis que quelque part dans la démocratie française, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Mélenchon, il est pas si à gauche que ça. On a par exemple, deux personnes qui auront la majorité qui sont contre. T'as perdu la tête, Razik. J'ai pas perdu la tête. On a deux personnes qui sont pas pour. En matière d'écologie, c'est je peux répondre, Christophe, ou pas? Alors, on a deux partis qui sont contre la 5ème République, qui seraient majoritaires. Il n'y a pas un problème politique, là? Mais du coup, il y a un problème. Non, mais il y a pas de problème, d'accord. Il y a pas de problème. Pourquoi il y en aurait? Non, mais parce que derrière, il faut dire que derrière. C'est comme si t'avais deux personnes qui jouent au foot, mais qui veulent pas jouer dans ces règles-là. Mais Mélenchon derrière, il propose quelque chose pour sortir de la 5ème. Oui, mais Marine Le Pen aussi va en sortir. Ouais, mais pas de la même manière. Il faut dire que ça va être des gens qui vont être élus, qui ne respectent et qui veulent plus ces règles-là. Vous allez sortir, vous, de la 5ème tout de suite parce qu'on va de la pub. Et puis, dans un instant, on se pose la question. Est-ce qu'il faut que les banlieues viennent samedi pour cet acte 4 des Gilets jaunes à Paris? Restez avec nous. C'est le LGF, Nasser Lajili, Nassim Lachtash et Razik Métiche. Il est en forme, notre ami Razik. Ah bon. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Nassim Lachtash ainsi que Nasser Lajili et Razik Métiche sont là tous les trois pour refaire l'actualité et se poser aussi des questions. Ouais. Belle gueule, 2-3 soleils. Qui est Faudel? Allez, je me désigne, je m'auto-désigne. Tu vends des sandwichs? Non, il avait une belle voix, le petit prince du rail, avant de signer chez Sarkozy. C'est ça. Bon. Alors, et puis, parmi les trois, il y en a quand même qui a disparu, donc, Rachita. Bon, alors, la question que j'ai envie de vous poser aussi, parce que moi ça m'interroge, j'ai lu des articles comme quoi ce qui se passe en France en ce moment, cette révolte sociale, elle émanerait peut-être instrumentalisée depuis des pays étrangers. C'est ce que laissent entendre d'ailleurs les Russes, en disant que c'est les Américains qui essayent de fomenter un petit peu tout cela. On sait que Donald Trump a cette volonté d'affaiblir l'Europe. Et on voit d'ailleurs que les relations entre Macron et Trump ne sont pas bonnes. Est-ce que on peut y mettre un
lien de causalité? Est-ce que le fait aussi que par exemple Macron refuse de transférer l'ambassade de France à Jérusalem, ça peut avoir un impact? Est-ce qu'on peut aller jusque là, messieurs? Poser la question en tout cas, pas forcément y répondre, mais poser la question. Déjà quelques références historiques, ça serait pas la première fois que les USA par l'intermédiaire de la CIA ou par d'autres officines ou par d'autres biais essaient d'influer sur la politique française. Ouais. J'en veux pour preuve la création de forces ouvrières en plein cœur de la guerre froide en 1947, financée en partie par des fonds américains pour contrer la CGT dans la thématique de la guerre froide. J'en veux pour preuve aussi les grèves à l'époque du général de Gaulle, ou quand le général de Gaulle justement faisait tout pour sortir de l'OTAN. La CIA a financé des mouvements sociaux. Il me semble que c'était dans le port de Cherbourg, si j'ai bonne mémoire, mais je pense pas qu'elle va me trahir aujourd'hui. En tout cas, sur les ports de l'Atlantique, il y a eu un gros mouvement social aussi aidé par la CIA. Et là aussi, il y a eu un reportage qui est excellemment bien fait, diffusé sur France 3, qui s'appelait De Gaulle contre les Américains, qui retrace cette période-là, où justement le général de Gaulle faisait tout pour sortir de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, et retirer la France du commandement intégré de l'OTAN, chose qu'il a réussi à faire, mais cela a eu un prix. Ce prix, ça a été des tentatives de déstabilisation de la société française par les États-Unis. Donc ça, c'est que ça a déjà été fait dans l'histoire. Preuve en sont les archives américaines, les archives de l'État américain, ouais, où c'est écrit noir sur blanc, donc ça serait pas une première. Et à titre de comparaison plus proche de nous, lorsqu'on prend des mouvements, je pense au mouvement en Ukraine, au mouvement en Géorgie, tous ces mouvements avec les appellations, le printemps arabe, tous ces mouvements où on a du community organizing, où on a presque du marketing politique, on sait bien aujourd'hui que l'ambassade USA n'est pas très loin. Donc je me pose la question sur la France, j'y réponds pas. Ouais, on se pose la question, Nasser, c'est légitime? Excuse-moi, Nasser, pardon. Vas-y. Nassim. Pardon. Non, on peut, là, bien sûr que c'est légitime de se poser la question. Après, c'est vrai que, bon, à la lumière aussi des références historiques que vient de nous donner Razik, j'avais pas forcément toutes ces références, hein. Merci, Razik. Merci Mais vraiment, si vous avez l'occasion de le regarder, De Gaulle contre les USA, il est magnifiquement bien fait. Mais là, pour le coup, à titre personnel, je pense que ce serait gros quand même de faire cette corrélation, notamment avec le transfert de l'ambassade. C'est pas impossible, mais ça me paraît un peu gros, parce qu'en fait, ce serait minimiser la responsabilité tout simplement du gouvernement et de la politique d'Emmanuel Macron, qui n'a pas besoin des États-Unis pour que les gens un petit peu se révoltent, et voilà. Par contre, les questions, on a entendu beaucoup de mots comme révolte, insurrection, etc. Et quand on regarde du nombre de personnes présentes, je sais pas si on peut utiliser ces termes-là. Ça ressemble à une jacquerie, moi, je trouve. Voilà, qu'est-ce qui ferait que c'est vraiment une insurrection? C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas encore assez de monde dans les rues. C'est pas, même s'il y a un soutien populaire, ça, c'est incontestable. Je sais pas si on peut parler de ça. C'est 0,3% du nombre de votants, si l'on considère que tous les gens qui manifestent sont des votants. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je sais pas, c'est des questions. Alors pourquoi céder à 0,3% de gens qui gueulent dans les rues? Non, c'est pas forcément ce que je dis. Je dis qu'il faut du coup entendre un message, puisqu'il représente quand même une frange de la population. Tout le monde n'est pas en capacité de se déplacer. En plus, ils votent pas, donc à la limite, voilà quoi. Non, j'en sais rien s'ils votent ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu nous as dit, a priori, ils votent pas. Non, c'est pas ce que je dis, pardon. C'est moi qui l'ai dit, ouais. Ah, d'accord. C'est moi l'abstention qui est surreprésentée. Moi, je disais que les personnes qui étaient mobilisées, donc environ 170, bon, selon les semaines, mais allez, même si on pousse à 200 000, on est entre 0,3% et 0,4% même pas 1%, je veux dire, du nombre de votants. C'est petit. Ça veut pas dire qu'il faut pas écouter ces gens-là, absolument pas. Mais ça veut dire juste qu'il faut quand même relativiser les mots de révolte et d'insurrection. C'est tout ce que je pense. Parce que depuis 3 semaines, ils auraient eu le temps d'entraîner des milliers de personnes derrière, et on voit que la mobilisation faiblit quand même. Elle reste forte en termes d'image et de pour les empêcher de venir. Oui, voilà. C'est pas faux. On brandit la peur. C'est pas faux. Et en plus, pour aller dans ton sens, je remets aussi en question les chiffres qui nous sont donnés. Parce que contrairement aux manifestations habituelles où on a, selon la préfecture et selon les organisateurs, là, on a qu'un seul son de cloche, exact. Et on n'est pas en capacité en plus de comptabiliser les amis, les gens qui restent chez eux en province. Combien de personnes c'est le week-end dernier on dit nous on reste chez nous, faut qu'on reste sur les ronds-points, et tout se passe très bien. Alors il y a aussi des débordements, mais tout se passe plus ou moins bien généralement.
Alors Nasser, est-ce qu'il faut peut-être aller jusqu'à imaginer ou peut-être cette officine étrangère qui influerait, qui appuierait, là c'est un petit peu sur la gâchette pour mettre un petit peu Macron dans la difficulté? Je pense pas, mais après moi ce qui Trump en tout cas, ça c'est un secret pour personne, a cette volonté d'affaiblir l'Europe. Non mais ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr, c'est son objectif en même temps. Mais en même temps, c'est surtout je vais peut-être comment dire, surprendre. Ouais, non, l'interpeller autrement. C'est l'image de la France au niveau international qui en prend un coup, et je suis content d'un côté. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement de transmettre le message aussi à ces pays qui sont comme les États-Unis, comme tous les autres pays d'Europe, etc. En pensant qu'en France tout se passe très très bien, et même dans les pays du Maghreb, qui sont souvent et qui prennent souvent comme exemple la France entre guillemets sur le train de vie, etc. Ils vont constater aujourd'hui que malheureusement le train de vie n'est pas aussi bonne qu'on le pense. Et ça, c'est un constat qu'on fait, parce que je sais que j'ai des discussions avec des gens de Tunisie, et quand je parle avec eux, parce que j'ai eu 15 000 appels, exemple, cette semaine, sur la situation, oui, qu'est-ce qui se passe à Paris, qu'est-ce qui se passe en France, tout est parti en sucette, etc. Donc voilà, on leur a bien fait comprendre, entre guillemets, que la situation est... Je peux juste dire un dernier mot, Christophe. Un dernier mot avant qu'on passe à notre dernier débat. Rapide, c'est que quand même, alors ça accrédite du coup ta thèse plutôt, même si moi j'y crois pas sur, en tout cas, la thèse qui est posée sur Trump et l'affaiblissement de l'Europe. C'est de cette manière que le mouvement 5 étoiles est venu au pouvoir en Italie. Voilà, c'est juste ça que je voulais faire remarquer. Il y a plein d'exemples dans ce sens-là d'ailleurs. Il y en a plein. Mais il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui s'est passé en Italie, contrairement aux indignés ça n'a rien à voir avec les indignés d'Espagne. Avec le Podemos d'Espagne. Le Podemos, voilà, merci. Podemos. Ça ressemble plus aux 5 étoiles, et du coup, ça pourrait affaiblir l'Europe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a énormément de pays, donc 5, 6, et c'est pas des moindres, qui ont basculé dans l'extrême droite, ou en tout cas dans une radicalité qui est sur le rejet des migrants, etc. Et donc la ligne politique de Trump et des alliés objectifs et même subjectifs d'ailleurs de Trump. Et donc ça pourrait aller dans le sens, voilà, si on essaie de pousser la réflexion. Allez, on passe à notre dernier débat, messieurs. Est-ce qu'il faut que la banlieue vienne à la demande de certains? On l'a vu, ils sont venus tardivement, les comités qui ont rejoint les Gilets jaunes, c'était la semaine dernière. Il y a un acte 3 qui s'est mal passé, on peut le dire, avec des violences quand même assez présentes dans Paris. La banlieue, visiblement, Nasser était pas franchement présente, en tout cas à l'Arc de Triomphe. Elle l'était plus peut-être au travers de République ou Boulevard Haussmann, ou aussi à Nation, avec ses différents cortèges. Est-ce que la banlieue doit descendre à Paris au vu de ce qui s'est passé? Alors j'ai vu tout à l'heure, c'est amusant, vous connaissez Bassem Breki oui, non, bah, c'est amusant parce que lui il dit voilà, c'est vous allez perdre le jeu de BFM TV, les banlieusards n'attendent que ça, c'est d'aller piller les vitrines, etc., etc. Est-ce que c'est de bon augure au vu de ce qui s'est passé samedi? Est-ce que c'est responsable de dire la banlieue, venez, rejoignez, parce que finalement on a les mêmes combats, etc., etc. Moi d'emblée, si je peux répondre directement, excusez-moi, j'ai pris la parole directe, mais on peut poser la question à l'inverse. Pourquoi la banlieue ne devrait pas descendre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait que la banlieue ne serait pas concernée? Donc là je dis on parce qu'on habite tous en banlieue, on est concerné au premier plan, parce que la question justement du transport, etc. On sait très bien que nos territoires sont abandonnés. Pour aller à Créteil, je mets 15 minutes, voire 10 minutes en voiture, je mets 1 heure en transport en commun. Il n'y a pas donc il y a les transports du Grand Paris qui sont en cours, mais on fait que de retarder, on supprime des lignes, etc., etc. Pour aller à Bobigny, j'en parle même pas. Si je veux prendre le T1, faut que j'aille jusqu'à Noisy-le-Sec en RER E, etc., etc. Donc la banlieue, on est concerné au premier plan, et plus on s'éloigne, plus on est concerné, c'est-à-dire 77, 78, 95 par exemple. 91. J'ai dit 91, hein. 91. Ces personnes-là, quand t'habites à Coulommiers, que tu veux aller à Collégien dans le 77 pour aller faire des courses ou je ne sais quoi, si t'as pas de voiture, t'es mort. Ouais. C'est fini. Non, donc il faut évidemment, sauf que quand on pose la question de cette manière-là, ça veut dire que derrière, on a une représentation de la banlieue, et on on pense aux jeunes de banlieue et à une partie des jeunes de banlieue. Voilà, je pense que c'est dans cette question. Moi, ce qui me gêne sur la question, c'est on dit est-ce que la banlieue doit être présente parce que il risquerait qu'il y ait du cassage, etc. Vous imaginez l'image qu'on donne de la banlieue?
c'est comme si qu'on était des casseurs et qu'on ne pouvait pas manifester qu'on est comme poumon toute personne. économique. Exactement. Et même, on est les premières victimes de ce qui se passe quand on sait que est-ce dans que ça risque certaines pas villes... d'être récupéré, messieurs? Ouais, Si ça se passe mal, on va dire voilà, c'est les mecs de quartier. Mais ça se passe déjà mal, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire que c'est la banlieue qui va casser samedi prochain. Ça s'est fait la semaine dernière, ça s'est fait pendant 3 semaines. Ils sont pas gênés. Oui, mais non, mais je te parle de ceux qui cassent aujourd'hui. Ils sont pas gênés. Mais exact. Mais on a des anarchistes, on a des gens mais parce qui que sont, c'est pas Paris, je sais pas comment dire, Paris-Hugo parisien, je sais pas comment on dit. C'est pas juste des Parisiens. La plupart des gens qui se sont fait arrêter, c'est des gens de province. Tout à fait. Et c'est justement le contraire de l'analyse. Casier judiciaire, ça veut dire qu'ils sont pas connus par les forces les Franciliens à l'heure actuelle ne sont pas mobilisés plus que ça. C'est plutôt ça. Je sais que t'as un autre discours, toi. Oui, pour le coup, enfin, juste terminer de dire que dans les banlieues, excuse-moi Christophe, parce que j'ai coupé la parole à Razi. Vas-y, je t'en prie, on va pas. Aujourd'hui, dans le banlieue, on y va, on sait que le taux de chômage en France est une moyenne de 9% ou 10%. Dans les banlieues, on est à 20%. Donc, on est les premières victimes de ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en galère et qui souffrent. On a des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à faire toutes ces démarches-là. Donc, effectivement, pour moi, je considère que la banlieue doit être présente dans les manifestations de samedi prochain. À prendre Walid qui nous attend au 01 40 33 9000 parce qu'il faut que vous vous exprimiez là-dessus. Razik, toi, je sais que t'as un autre discours. T'es pas pour, toi? Non, en l'état actuel des choses, je suis pas pour et je vais m'expliquer. Pourquoi? Je vais reprendre le mot de Martine Aubry, le bon mot qu'elle avait eu, c'est quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et pour le coup, c'est ce que je pense. J'ai pas de visibilité sur qui sont les porteurs. J'ai pas de visibilité sur qui sont les porte-paroles et sur le peu où j'ai de la visibilité, c'est-à-dire sur la plateforme revendicative, sur les points qui ont été dictés, j'ai un gros problème avec 3 points. J'ai un problème avec avec un point qui demande aux États tiers, c'est-à-dire en l'occurrence au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à la Libye, d'accueillir des hotspots pour faire le tri pour Madame l'Union Européenne. Donc j'ai un problème avec ça, sachant que tous ces pays-là refusent catégoriquement de faire la sale besogne de l'Union Européenne. Donc ça c'est le premier point. C'est un point que les Gilets jaunes ont repris et c'est un point qui fleurbout une certaine partie de la droite. Premièrement. Deuxièmement, le deuxième point. Non, je ne généralise pas, mais c'est écrit noir sur blanc dans la plateforme de revendication. J'aime bien prendre appui sur des choses réelles. Le deuxième point, c'est il y a tout un hiatus sur l'intégration. Déjà, le mot d'intégration, ça me donne de la barbe, personnellement. Et j'ai déjà cette barbe comme ça. Donc, ça veut dire, toute une démonstration sur l'intégration. Donc, déjà, ça, c'est nul et non avenu pour moi. On va pas me demander de m'intégrer. J'ai même pas déménagé de ville dans ma vie. On parle de quoi, là, réellement? Ça aussi, ça sert bon, le chevènementisme, une certaine partie de la froisse, du Pont-Aignan. Le troisième point, et c'est là où le bas blesse, on demande, et là, pour le coup, c'est repris, RN, hein, c'est une reproduction RN. Ça a été, ils ont dû faire un copier-coller. On demande l'expulsion nette, pure et simple des personnes étrangères. Ça n'a rien à voir avec. Moi, j'avoue que j'ai pas. Je te pose la question. Non, je te crois sur parole. C'est ce qui a été arrêté jeudi. Peut-être ça va évoluer. Non, mais moi, je peux pas marcher pour revendiquer ça. Est-ce que tu peux pas te poser la question autrement en disant mais peut-être qu'on est arrivé trop en retard, on les a laissés. Et l'absence. L'absence là pour le coup. Bah oui, mais je suis d'accord. Il y a pas de problème. Quelles sont les garanties? Pas de problème. Écoute, pas de problème. Donc, on est dans un jeu politique. Ça veut dire que là, aujourd'hui, certaines personnes sont en train de rejoindre, on vous rejoindre le mouvement. Oui. Quelles sont vos garanties? J'aimerais bien, alors, regarde, je vais prendre un exemple tout de suite. Les bavures policières, les violences policières. Mais c'est écrit nulle part. D'accord. C'est écrit dans aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des gens de banlieue dedans? Il y avait personne. On voit le collectif d'Adama Traoré qui ont décidé de rejoindre et de lancer. Mais tout simplement parce que c'est de transmettre aussi ce message-là en disant qu'il y a des bavures policières, il y a des choses qui ne tournent pas rond en France et que on doit prendre cette responsabilité. Moi, personnellement, tant qu'on ne sera pas dans ce mouvement-là, on ne pourra pas les combattre de l'intérieur. Donc l'objectif, c'est surtout de faire changer les tendances de certains racistes et de fachos qu'on peut trouver dans n'aurait pas la machine. Non mais Razik, tu peux pas. Razik, tu ne peux pas. Je pense après c'est un rapport de force. Après pour le coup c'est une. Tu ne peux pas intégrer un mouvement. C'est comme si par exemple on est. Non mais ils l'ont pas créé, ils l'ont rejoint. Attends. On est tous les trois là avec Nasser, avec Nassim. On décide de faire quelque chose. Toi tu arrives derrière et toi tu veux essayer d'imposer tes choses. C'est pas comme ça que ça se passe, Razik. Il fallait venir au début. Et si tu rejoins, alors reviens avec du monde derrière pour créer un rapport de force. Exactement. Tu ne peux pas reprocher aux gens d'essayer je reprocherai aux gens déjà que ça soit clair. Non, je reproche. Non, absolument pas. Non, ça me gêne pas. Je dis qu'en tant qu'analyste, je me pose la question et je rejoins pas pour ces raisons-là. Mais personnellement, ça engage que ma petite personne. Mais même le 3 quarts. C'est ton opinion. Moi, ce que je pense réellement, c'est que c'est un rapport de force et comme tu l'as si bien dit, le rapport de force il est défavorable. Donc pourquoi y aller? Parce que ça marche. Parce que c'est porteur. Après Razik, moi un point là-dessus.
le 3/4 des gens qui sont dans les manifestations que je connais, qui sont non, déjà ils sont apolitiques, et de 2, c'est des gens qui sont antiracistes. Donc c'est des personnes qu'on trouvera et qui vont. Alors pourquoi attends, Nasser, pourquoi les gens de l'antiracisme politique ne rejoignent pas ce mouvement-là? Pourquoi la plupart de nos amis les antiracismes politiques, parce qu'il y a la question. Pourquoi beaucoup de nos penseurs, nos leaders n'ont pas rejoint? Ouais, d'accord, la question de la physionomie aussi des leaders. Des leaders qui sont sortis, quand on regarde un petit peu le faciès, ça pose question. Non, mais c'est une réalité. Je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, ce qu'en pensent 4 sur 8 de semaine, ils émanaient de la droite extrême ou d'extrême droite. Walid. Bonsoir. Oui. Walid, mets-nous un peu d'ordre là, parce que là, il y a besoin. Walid, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait, Walid? Moi, je pense que c'est sûr que ce serait bien qu'on y aille, que les banlieues soient représentées. Ouais. Et le problème, c'est que si on y va, on sera sali. Un exemple. Il y a le comité d'Adama là qui a été manifesté samedi. Ouais. Et sur les plateaux de BFM TV, la première chose qu'on a entendu par rapport au comité, que c'était eux qui étaient venus pour casser, que c'était eux les casseurs. C'est parce que. Ouais, c'est pas ce que j'ai entendu, Walid. Bon, je pense après. Ah si, il y avait un débat contre. C'était un député de Le Pen là. Ouais. Et en face de lui, il y avait une femme noire. Je sais plus à représenter qui. Et elle était là, elle était choquée, elle était outrée, parce que tout de suite, dès que les banlieusards, ensuite, en fait, sont là dans les manifestations, tout de suite, on sera sali. Donc, Walid, on reste on doit rien faire, alors. Il y a genre un black bloc, là, qui parle, qui dit, ouais, moi, je suis quelqu'un de la banlieue, je suis venu pour casser, moi, j'ai aucune revendication. J'ai vu ces images aussi. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai des problèmes avec la justice, on veut, mettre le système, donc on fait quoi, Walid? On fait quoi, Walid? On fait quoi? C'est vrai, elle est où la solution? On fait quoi? On reste? Le mieux, c'est de rester chez soi. Ouais. Dans tous les cas, ça nous sera profitable. Ce qui se passe, ça nous sera profitable dans tous les cas. Mais la meilleure des choses, c'est de rester chez soi, parce que dès qu'il y a un banlieusard, que ce soit un noir, un maghrébin, ça sera les premières victimes, et pour une fois qu'on n'est pas dans les comparutions immédiates le lundi matin, on peut s'en réjouir. Ouais. Non, mais T'es pas d'accord, Nasser? Moi, je rejoins pas ce point de vue. Moi, je pense que il faut aller sur le terrain. Après, il y a une révolte générale. Hein. Il faut voir aussi ce qui s'est passé hier avec les ambulanciers. On a aussi les agriculteurs qui vont commencer à rejoindre les gilets jaunes, les lycées. Donc on a plus de 100. Bien sûr, mais même il y a tous ces mouvements-là vont commencer à se bouger. Y compris les partis politiques qui commencent à prendre le pas parce qu'ils voient leur intérêt. Ils voient leur intérêt, ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse, c'est une façon de préparer les européennes autrement et toucher un autre public. Les premiers qui vont s'arrêter, même s'ils ont rien cassé. Donc voilà, après c'est. Non mais ça va être sûr qu'ils vont prendre du ferme. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas tout la personne qui vient de la Provence, et voilà, qui est là, qui va arriver devant le juge, il va avoir du sursis, mais si c'est un banlieusard, quelqu'un qui vient de la banlieue, c'est clair et net qu'il va prendre du ferme. Alors Walid, juste pour rattraper une petite erreur, et c'est normal avec toute cette flopée d'informations que l'on entend et que l'on voit, le comité Adama n'a pas été qualifié de la sorte, il a juste été qualifié d'anti-flic par Bardella face à Obono sur BFM TV, ce qui est pas la même chose quand même, tu me l'accorderas, anti-flic, voilà. Donc pour toi, Walid, on reste à la maison et on ne bouge pas, on reste absent des débats. Enfin, on reste absent de cette revendication. Je veux dire, moi personnellement, je suis père de 2 enfants, je l'entends, mais j'aurais bien voulu manifester, mais je sais que si je vais manifester et que je me fais attraper, je vais prendre du ferme. Bon. C'est mon 3e enfant qui va naître dans quelques mois, j'ai envie d'être là pour. Oui, bien sûr, évidemment. Et c'est une vérité. Moi, j'ai un ami à moi qui était sur Paris il y a eu un moment, il y avait des manifestations, il était sur Paris. Ouais. Il avait rien fait, il manifestait même pas, il était juste de passage. Il s'est fait arrêter, il a pris 1 an ferme, pour rien du tout. Il avait un entretien d'embauche, il allait chercher du travail, ils ont dit qu'il a manifesté, qu'il a cassé, il a pris 1 an ferme pour rien du tout. Merci Walid pour ton appel en tout cas, ce qui conforte un peu l'idée de Razik, donc faut rester dans son coin, il faut pas bouger. Moi attendez. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais c'est pas ce que je dis. Non, tu caricatures. Non, tu caricatures. Je dis pas faut rester dans son coin. Je dis juste faut pas rejoindre tout et n'importe quoi. C'est tout, c'est ce que tu dis. Après, par contre, la vraie question. Je te laisse. Donc toi, tu vas rejoindre un moment où les fachos ont pris le devant. Non, Christophe, moi, par contre. À la différence de toi, pardon, Razik. À la différence de toi, je débat et je discute avec les gens. Je te rappelle c'est ce que je fais. Marine Le Pen, je suis là pourquoi en fait? Elle a réuni 40%. Je suis là 40% de la population, Razik. Qui ça? 40% Marine Le Pen. On discute pas avec ces gens-là, on reste dans notre coin. Non, on s'isole. Mais tu les rejoins pas. Tu les rejoins pas sur leur plateforme à eux. Non, mais c'est pas de les convertir là. Eux, ils se sont organisés. Moi, je pars pas derrière eux. Après, pour être
moi, je t'avoue que j'ai découvert ces 3 propositions là, de la plateforme dont tu parlais là. J'en avais pas entendu parler parce que j'avais eu d'autres échos justement sur. Mais c'est encore une fois, c'est des choses à la marge, ça, voilà. Où il y avait des gens qui effectivement tenaient ce genre de position et où d'autres gilets jaunes leur disaient mais qu'est-ce que tu racontes, où il y avait aussi une sorte de maintien, un certain équilibre. Bon voilà, moi j'avais retenu qu'il y avait pas, donc je connaissais pas ces propositions là, en tout cas ces revendications. Moi ce que je voulais dire, parce qu'on parlait justement banlieue gilets jaunes, c'est que on constate quand même que la couverture médiatique en 2005 on n'avait pas la même chance. Donc quand je dis on, bien évidemment je parle des banlieues, parce que les Parisiens ne sont jamais venus en banlieue, ne sont jamais venus manifester, ni la province ne sont jamais venus manifester pour Bounaïzied, pour Adama, pour etc. Excusez-moi, c'est pas un manque de respect de ne pas citer toutes les personnes qui sont décédées, c'est juste qu'il y en a malheureusement énormément. On parle de 15 personnes par an tuées, donc par la police. 2017. Selon les années d'ailleurs. Donc ce que je voulais dire, c'est que là, cette année, dès la première semaine des Gilets jaunes, les médias, c'était, et y compris les politiques, et c'est ça qui est hallucinant, Les politiques et les médias, c'était, il faut dissocier les Gilets jaunes des casseurs. Ce qu'on n'avait pas la chance, y compris dans les CPE où il y avait des revendications légitimes. Je ne l'ai jamais entendu. Et aujourd'hui, je donne raison, les gars. Christophe, si je peux juste finir, rapidement, excusez-moi. Édouard Philippe, y compris dans son intervention, là, solennelle, où, voilà, c'était solennel, oui, la nation, faut pas, etc., voilà. Même là-dedans, il disait, les gilets jaunes, il faut respecter, on a entendu, enfin, vous avez vu la manière dont ils sont traités. Pour ne pas entendre la colère. C'est fou. Et alors, je trouve ça très bien. Mais si j'avais fait aujourd'hui un avis tranché, ça aurait été la thématique et ça aurait été gilets jaunes 2 poids 2 mesures. Ce qui est pas, c'est pas question d'être opposé au mouvement parce que, effectivement, c'est pas tout noir ou tout blanc. Razik l'a démontré avec des revendications comme ça. Effectivement, on peut interroger le mouvement. Mais il y a aussi d'autres revendications tout à fait légitimes. Est-ce qu'on peut laisser place à Samira? Bien sûr. La voix d'une femme quand même, la voix de la sagesse, messieurs. Parce que derrière chaque grand homme, il y a forcément une femme. Et vous êtes tous les 3 des grands hommes. Ma chère Samira, bonsoir. Il y a souvent une vieille femme aussi. Chère Samira, vous nous appelez d'où, chère Samira? Alors, moi je vais essayer d'apporter un petit peu de souplesse à votre débat. Merci Samira pour la souplesse. Franchement, je vous écoute tous les jours en allant et en rentrant du travail. Et j'ai envie de débattre aussi parce que vous êtes des professionnels entre guillemets. Enfin, je pense que voilà, on n'est pas professionnels, mais non, on est des amateurs. On va dire que voilà, vous avez plus de matière grise sur le sujet que quelqu'un comme moi et comme beaucoup de millions. On est comme vous, on est issus du peuple, Samira. Voilà, donc moi je suis encore plus issu du peuple parce que je regarde. Nous aussi, nous aussi, Samira. Moi je gagne le SMIC. Je sais pas de quel peuple, j'ai un gilet neutre. Je sais pas de quel peuple et peut-être que vous allez m'aider à choisir. Donc voilà, pour vous dire tout simplement, on est bien d'accord que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement en fait qui a pris naissance sur les réseaux sociaux, on est d'accord? Oui. Moi, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, j'arrive à faire la différence entre ce que j'entends chez vous, ce que j'entends sur les plateaux et ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, j'étais le cul entre 2 chaises, je savais plus trop, j'adhère pas. Quand je dis j'adhère, ça veut pas dire forcément agir, c'est adhérer, on va dire, mentalement. Et sincèrement, honnêtement, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux depuis ces derniers temps, clairement, il y a vraiment une reprise du Front National, de ce mouvement-là. C'est dommage parce que là, ces derniers jours, c'est pratiquement que de ça. Ça parle de la signature qu'il va y avoir le 10. Macron va vendre la France. Attention, le pacte de l'immigration, c'est la mort de la France. Tout est mélangé. Et je pense vraiment que nous, on n'a pas été invités à ce débat, clairement. Mais attendez, si vous attendez qu'on vous invite, mais personne va vous inviter, Samira, mais faut arrêter. Moi, c'est ce que je comprends pas toujours de se positionner dans la victime. Arrêtez ce genre de truc, ça ne marche plus, ça. Faut pas attendre d'être invité, il faut s'inviter dans les discussions. Vous êtes comme les autres, issus de la banlieue aussi, mais français, comme tout le monde. Alors c'est à vous de vous inviter dans tous les débats, au travers de vos collectifs. N'attendez pas qu'on vous invite, personne vous invitera. Donc ça, il faut se mettre dans la tête, un jour ou l'autre, quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, merci. Pour être invité, faut être, à un moment donné, faut être réaliste. Vous pouvez surtout organiser, moi, à mon premier sens, mais bon. Et être acteur, vous savez très bien qu'en réalité, c'est pas possible. Comme disait le gars que j'ai vu devant, voilà, moi, je vois que les représentants du Front National sur les chaînes qui se multiplient, toujours le même discours. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que cette politique vieillot, il devrait même plus y avoir de parti politique en France.
D'ailleurs, ce mouvement-là, normalement, ne devrait même pas avoir d'étiquette. Il devrait même pas avoir de gilet. C'est-à-dire, à la base... Samira, merci, je suis désolé, on a la pub. En tout cas, c'était très intéressant, mais ça soulève une question finalement. Une question très embarrassante pour tous ces militants qui sont autour de cette table et qui m'écoutent pas d'ailleurs. Non, moi. Est-ce que finalement, il faut attendre d'être invité, les gars? Bah alors là, si on attend, si on est dans cette posture-là, faut prendre sa place, les mecs. Faut prendre sa place. À tout de suite. Allez, on fait un petit libertin d'improviser, tiens. À tout de suite, 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste à peine 3 minutes, les enfants, et j'aimerais qu'on prenne des auditeurs. Oui, ça passe super vite quand on est bien, les gars. Razik Metish, Nassim Lachtash et Nasser Lajili. Une question à vous poser. Est-ce que si tout cela débouche éventuellement sur une organisation, un mouvement qui pourrait peut-être peser dans les européennes, les élections européennes au mois de mai, vous y croyez, vous? Oui. Tout à fait. Oui. Ce que je vois depuis le début. Et là aussi, la comparaison, je trouve que sa meilleure comparaison, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie. Cinque Stelle qui a commencé comme ça, à la base, en revendiquant sur des thématiques très très à gauche. C'est monté en parti politique. C'est souhaitable. Pas politique. Aujourd'hui, le parti 5 étoiles est au gouvernement avec l'alliance de Salvini, avec la Ligue de Salvini. Donc l'extrême droite voit extrême droite très dur, hein. C'est pas extrême droite. Non, mais là, vous faites peur aux gens, en fait, c'est ça? Non, je fais pas peur aux gens, je donne juste des éléments de comparaison. Je vais même plus loin que Razik. Je suis d'accord avec ce que Razik vient de dire. Et c'est que, mais j'arrive pas à retrouver la vidéo et la personne qui a dit ça. Ça a été annoncé publiquement. Il y a un monsieur qui s'est présenté comme porte-parole. Alors on sait qu'aujourd'hui il s'est pas vraiment structuré, et qui a dit nous présenterons aux élections. Cette personne qui est reconnue comme une personne ayant un bagou politique, etc., et un bagage politique. Voilà, et avec toutes les personnalités aussi qui seront comme ça s'est passé pour La République En Marche, qui vont se dire tiens, on va prendre le train en marche et on va essayer sans mauvais jeu de mots, et on va essayer de se présenter avec les gilets jaunes. C'est pas impossible. Et ça peut être des gens, y compris très très hétérogènes au niveau de la composition. Des gens d'extrême droite à extrême gauche, entre guillemets extrême gauche, parce que ultra gauche, extrême gauche, je vous avoue que c'est des mots qui me fatiguent, mais des gens qui ont des convictions un peu plus radicales, et de droite et de gauche, et des gens un peu plus modérés qui viennent tous ensemble faire une liste. Je pense que c'est possible. Nasser, c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. Souhaitable? Souhaitable, ça dépend. C'est difficile à dire. Amine Noisy-le-Grand est avec nous. Salut Amine. Oui, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour Amine. Bonjour. Oui, alors, je voulais intervenir par rapport à votre débat sur les gilets jaunes, et est-ce que les gens de banlieue Oui, est-ce que la banlieue doit venir? Est-ce qu'elle doit rallier? Je vous rejoins Christophe dans ce que vous disiez, mais franchement là, si on est concerné par un débat et un combat, il faut y aller. On est considéré comme français. Si quelque chose nous concerne, il faut y aller. Et j'hallucine des fois quand les gens, je les entends et nous, on n'est pas invités, mais il faut pas attendre qu'on vous invite à un combat, il faut y aller. Bah oui, ça c'est clair. C'est comme les gens qui votent pas. En banlieue, la plupart des gens ne votent pas. Merci Amine. Voilà, il faut pas attendre qu'on nous invite, mon cher Razik. Mais ça n'a pas envie d'y aller. Moi j'ai pas envie d'y aller. C'est ça le problème. Tu me demandes de pousser une porte où je veux pas rentrer. Moi on m'invite nulle part, je rentre où je veux, mais là où je veux pas rentrer, je rentre pas. Oui, d'accord. Donc toi tu restes figé sur le fait qu'effectivement il y a une petite partie, infime partie. Ça avec grande attention tous les jours. Au moment où j'aurai plus de doutes, je rejoindrai. Pour l'instant j'ai encore des doutes. Ouais. On verra bien. De toute façon, c'est toujours difficile de rejoindre un mouvement, quel qu'il soit, corps et âme. C'est-à-dire que même les insoumis, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas moi de mon réseau, qu'on rejoint. On arrive des fois avec des déceptions. On est plein de convictions, même avec notre bagage et notre expérience politico-militante. Et in fine, on se rend compte que c'est les plus gros islamophobes. Youssef Drancy. Youssef, bonsoir. Je vais pas te contredire. Voilà. Youssef. Salut. Bonsoir Youssef, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais réagir un peu. À chaque fois que je vous écoute parler des gilets jaunes, vous revenez à vos problèmes, on va dire, maghrébo, africano. Toujours vous revenez à vos problèmes de votre communauté, en fait. Pourquoi les gilets jaunes, c'est un mouvement pour toute la France, pas que pour les communautés différentes? Je comprends pas pourquoi à chaque fois vous banlieue, hein. Vous venez à vos problèmes. On a dit banlieue, on n'a pas parlé de communauté. L'islamophobie. Les gilets jaunes, c'est des mecs qui crèvent la faim, qui ont peur pour l'avenir. Vous revenez à vos problèmes personnels. Je comprends pas ça, en fait. Mais pourquoi on fait pas partie de la France? Ouais, mais la France, c'est pour vous revenez toujours à vos problèmes personnels. Mais c'est quoi personnel? Mais c'est général. Là, quand on parle de... Je vous entends parler du Front National, mais le Front National, il représente 40% des Français. Pourquoi
Non, déjà, ils prennent pas 40% des Français, ça c'est n'importe quoi. Ils prennent à peine 30% de l'électorat. Oui, mais 40% ont voté pour lui deuxième tour. Hein. 40%. Oui. Quand même les élections, bah. Deuxième tour de l'élection présidentielle, 40% par Marine Le Pen, Razik, tu peux pas le nier. 40%? Oui. On reprend les chiffres tout non, de mais suite. 40%. Le super, il paye le restaurant. Non, mais 40% sur les 100% qui ont été votés. 40% sur les gens qui sont partis voter, oui, bien sûr. Non, je pense, par rapport à l'auditeur, j'ai oublié son prénom, pardon. C'est Youssef. Youssef représente une partie de la France. Oui, Youssef, pardon. Youssef, en fait, je crois qu'il y a un quiproquo. Il me semble pas, mais peut-être que je me trompe, qu'on ait abordé la question de manière ethnique. Christophe a posé la question sur la banlieue. Il y a Marine Le Pen et tout. Il faut pas voter parce qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan. Ah oui, d'accord. Bah ça, oui, effectivement, on réagit avec des convictions personnelles. On réagit effectivement avec des convictions. N'oubliez pas ça. Qu'est-ce qu'on doit pas oublier par contre 33%, hein, juste 33% Marine Le Pen au deuxième tour, 22 au premier tour. Macron il a fini premier à 60%, deuxième Marine Le Pen 40%. 33%, d'après le ministère de l'Intérieur, les chiffres officiels 33% au deuxième tour, 22 au premier tour. Mais du coup, j'ai pas compris. Marine Le Pen, elle représente un tiers des Français. Vous voulez pas? J'arrive pas à comprendre. Je comprends rien. Ouais, mais Youssef, je comprends pas parce que tu dis. C'est quoi ton délire en fait? Je vous entends. Donc on doit voter Marine Le Pen pour qu'elle nous représente, c'est ça? Il y a des mecs de Marine Le Pen, il y a le Front National, ça sent l'extrême droite. Faut pas y aller voter, marcher avec les gilets jaunes qui représentent l'extrême droite et tout. L'extrême droite, il représente une partie de la France. Donc c'est pas un argument valable pour Youssef de se dire en fait je n'y vais pas parce qu'il y a l'extrême droite qui y est. C'est pas un argument entendable et recevable par Youssef, si j'ai bien compris en tout cas. Si je peux, je veux pas répondre à la place de Razik. On va conclure Razik, là-dessus parce qu'on va fermer la boutique là les gars. C'est pas ce qu'a dit Razik. Razik a dit qu'il y avait 3 points programmatiques, en tout cas de 3 revendications qui s'apparentait bien évidemment à l'extrême droite, parce qu'il remet en cause, avec lesquels il n'est pas du tout d'accord. Je sais pas si ça émane des porte-paroles des gilets jaunes et des gilets jaunes de jeudi. Oui, mais c'est bien le problème. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Encore une fois, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. D'accord, merci Youssef. Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci les gars. On n'a pas répondu à la question, donc Razik, toi tu n'iras pas. Nassim, pas pour l'instant. Tu sais pas. Bah moi il semblerait qu'il y ait un mouvement local qui se profile, donc c'est-à-dire avec des gens que je connais aussi. Vous n'irez pas à Paris tous les deux? Ah non, j'irai pas à Paris, ça c'est sûr. Dans l'interconnaissance, je serai à Paris. J'irai, je pense, localement. Et il va nous faire partager, parce que c'est un courageux, contrairement à vous, en live sur Facebook, France Maghreb, sur le Christophe Le Grand Forum. Voilà. Évidemment, le live, bien sûr, Nasser Lajili prend des risques pour vous, les gars. Merci Nasser. Comme a dit le monsieur, nous on reste chez nous, on regarde. Voilà. Vous êtes des spectateurs. Vous êtes des spectateurs. Et on compte les points. Merci en tout cas à tous les trois. Nassim, ça m'a fait beaucoup de bien de te revoir, beaucoup de plaisir. Merci à vous, toujours un plaisir. Et reviens vite maintenant. Ça y est, tu connais la maison. Reparti. Voilà, c'est reparti. Par mois minimum, je viendrai. Ah oui. vous allez l'entendre ça dans la bouche des chroniqueurs. Vous allez l'entendre cette phrase. Restez bien avec nous. Merci Nasser, merci Razik. Merci Christophe. Merci à tous les trois. Pardon pour le retard une nouvelle fois, mais bon, l'actualité nous l'oblige quelque part. Il est 18h04 et dans un instant l'excellent Medjed, histoire de se divertir et ça fait du bien en ces temps quelque peu compliqués. Et on se retrouve nous demain avec un nouveau trio. Il y aura notamment Nadir Kaya, Sofiane Akhdari et Faiza Ben Mohamed demain entre 16h et 18h. Marine Garel pour le rappel de l'actu. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Cette colère, je l'entends, c'est celle de la France qui travaille dur. Le discours d'apaisement du Premier ministre Édouard Philippe qui fait donc plusieurs gestes pour calmer la grogne des gilets jaunes. La suspension des mesures fiscales sur le carburant pendant 6 mois, la suspension des mesures sur le contrôle technique et puis le gel des tarifs d'électricité et de gaz pendant l'hiver. Édouard Philippe prévient par ailleurs que si nouvelle manifestation il y a samedi prochain, elle devra être déclarée en préfecture. Pour éviter de voir se reproduire les scènes de violence de samedi dernier, justement à Paris, les syndicats de policiers annoncent un retour à un dispositif plus classique dans la capitale. En cas de nouvelle mobilisation des gilets, pas de filtrage type fan zone sur les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre seront davantage mobiles dans l'ensemble de la ville. Du côté des réactions, celle de Nicolas Bay, le député européen du Rassemblement national. Il considère que les annonces faites par le Premier ministre sont très insuffisantes et pas du tout à la hauteur de la situation. Selon Valérie Rimbaud, députée socialiste du Tarn-et-Garonne, aucune réponse n'est apportée aux questions du pouvoir et de la répartition de la justesse de l'impôt. Enfin, tout à l'heure, à 16h35, l'audition du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de son secrétaire d'État Laurent Nunez a commencé au Sénat. Ils doivent s'expliquer sur le dispositif de sécurité mis en place samedi dernier.
Le débat sur le Brexit retardé au Parlement britannique. Les députés doivent discuter à partir d'aujourd'hui et pendant 5 jours des termes du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avant un vote le 11 décembre prochain. Débat retardé par le refus du gouvernement britannique de publier l'intégralité d'un avis juridique sur le texte. Sport, le match de Ligue 1 de football PSG Montpellier initialement prévu samedi est reporté à la demande de la préfecture de police. La préfecture qui craint des débordements en marge d'un éventuel acte 4 des Gilets jaunes. Et puis tout à l'heure à 19h, 16e journée de Ligue 1 avec Amiens-Monaco, Nice-Angers et Montpellier-Lille. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb.